Comment quelque chose peut-il naître de rien? En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson détectaient un signal faible et uniforme en provenance de toutes les directions du ciel. Ce bruit radio, d'une température de 2,7 Kelvin, s'est révélé être le fond diffus cosmologique, la lumière fossile émise environ 380 000 ans après le Big Bang. C'était la première preuve tangible que l'univers avait réellement connu un commencement mesurable. Les équations de la relativité générale, publiées par Einstein en 1915, avaient déjà suggéré que l'espace-temps pouvait être dynamique et se dilater. Edwin Hubble, en 1929, confirma cette idée en observant que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance, jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres par seconde. Mais si tout s'éloigne, cela implique un état initial plus compact, plus dense et plus chaud. Aujourd'hui, les modèles cosmologiques tracent ce point de départ à il y a 13,8 milliards d'années, à des échelles de temps incroyablement petites, de l'ordre de 10 puissance moins 43 secondes, l'instant que les physiciens nomment le temps de Planck, nos théories actuelles cessent de fonctionner. À ce seuil, la gravité quantique, encore inconnue, devrait dominer, et il est possible que la notion même de rien soit radicalement différente de ce que nous imaginons. L'inflation cosmique proposée dans les années 1980 par Alan Guth suggère qu'en moins de 10 puissance moins 32 secondes, l'univers aurait gonflé de façon exponentielle, multipliant son volume de façon inimaginable. Cette expansion fulgurante expliquerait l'homogénéité observée dans le rayonnement fossile et la répartition de la matière. Au tout premier instant, l'idée même de temps ne correspond à rien de familier. Quand on parle d'un commencement, on imagine toujours un avant et un après. Pourtant, dans le cadre du cosmos, l'avant n'existait pas. Le temps, tel que nous le mesurons avec des horloges ou des calendriers, a émergé en même temps que l'univers lui-même. C'est une notion difficile à concevoir, parce que notre esprit humain s'est construit sur des successions d'événements, sur des causes et des conséquences, sur la logique du passé qui précède le présent et ouvre la voie au futur. Ici, le décor est différent. Le temps n'est pas seulement une mesure neutre, il est l'un des ingrédients constitutifs de la réalité, apparu avec l'espace et la matière dans une explosion d'énergie et de structure. Dans les premiers instants après ce commencement, l'univers n'était pas un lieu que nous pourrions visualiser. Il n'existait ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni même atome. Tout ce qui allait former plus tard les structures complexes était contenu dans un état primordial extrêmement concentré. Dans ce contexte, le temps ne s'écoulait pas comme aujourd'hui. Les secondes, les minutes, les années sont des repères créés pour mesurer des phénomènes réguliers, la rotation de la Terre, son orbite autour du Soleil, les vibrations d'atomes. Mais aux origines, aucun de ces mécanismes n'existait encore. Le temps était lié aux transformations de l'univers lui-même, à la manière dont son énergie et sa matière se déployaient dedans. Si l'on suit les observations actuelles, tout indique que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Cette estimation n'est pas le fruit d'un calcul isolé, mais le résultat de multiples mesures croisées. Les astronomes analysent la lumière des galaxies lointaines et découvrent que plus elles sont éloignées, plus elles reculent vite. Cela implique que tout a commencé à se disperser depuis un état initial commun. Le rayonnement fossile, une sorte de lumière résiduelle visible aujourd'hui sous forme de micro-ondes, montre un univers jeune, âgé de seulement quelques centaines de milliers d'années, déjà rempli de structures en formation. Mais ce que nous cherchons à comprendre, c'est encore plus tôt, l'instant où le temps lui-même s'est mis en marche. Au niveau conceptuel, dire que le temps a commencé, c'est affirmer que l'univers n'est pas éternel dans le passé. Et il y a eu un point où notre réalité a surgi. Cette idée a longtemps suscité des résistances, car elle pose immédiatement la question de l'origine. Si tout commence, qu'est-ce qui a enclenché ce commencement? Pour certains chercheurs, la notion de rien absolu n'a pas de sens. Le vide n'est pas une absence totale, mais un état doté de propriétés. Dans ce vide primordial, des fluctuations auraient pu créer la graine de notre univers. Mais pour comprendre comment le temps naît dans un tel contexte, il faut imaginer une scène où rien n'existe encore pour mesurer sa progression. Le temps est alors une conséquence, pas un cadre préexistant. On peut comparer cette situation à l'idée d'un film projeté dans une salle obscure. Le spectateur est tenté de se demander ce qu'il y a avant le premier plan, mais la narration commence précisément avec cette première image. Il n'y a pas d'histoire dans l'obscurité précédente. De la même manière,
Le temps cosmique débute avec le premier instant de l'univers. Tout ce qui précède relève de spéculations, peut-être pertinentes, mais qui ne peuvent pas encore s'appuyer sur des preuves directes. Les premiers milliardièmes de seconde de l'existence de l'univers sont aujourd'hui étudiés avec des modèles théoriques et des expériences indirectes. Les accélérateurs de particules permettent de recréer des conditions similaires à celles qui régnaient à des époques extrêmement précoces. Ils ne reproduisent pas l'univers entier, bien sûr, mais ils donnent des indices sur la manière dont l'énergie se transforme en matière et inversement. Ces indices, croisés avec les observations astronomiques, permettent d'esquisser une chronologie des origines. La naissance du temps n'est donc pas un événement isolé, mais le premier élément d'un enchaînement qui va conduire à l'apparition des particules, puis des atomes, puis des étoiles. Chacune de ces étapes redéfinit ce que signifie mesurer la durée. Quand les particules commencent à interagir, le temps se traduit par le rythme de ces interactions. Quand les étoiles apparaissent, il prend la forme de cycles énergétiques. Et quand la vie naît beaucoup plus tard, il s'ancre dans les battements du cœur, la croissance, le vieillissement. Mais tout cela plonge ses racines dans cette première transition lorsque le temps est devenu une dimension de l'univers observable. Il est important de noter que cette conception n'a pas toujours été acceptée. Au début du XXe siècle, de nombreux scientifiques pensaient en a que l'univers était éternel et immuable. Ce modèle avait l'avantage d'éviter la question de l'origine, mais il ne correspondait pas aux données. L'observation de galaxies, s'éloignant les unes des autres, a changé la donne. On a compris que l'univers était dynamique et qu'il avait une histoire. L'idée qu'il ait aussi un commencement devenait alors incontournable. Pourtant, même aujourd'hui, certains chercheurs envisagent des alternatives. Peut-être notre univers est-il né d'un cycle éternel d'expansion et de contraction. Peut-être n'est-il qu'une région particulière d'une réalité plus vaste, où d'autres univers coexistent. Dans ces scénarios, le temps ne commence pas véritablement. Il se réorganise. Notre perception d'un début absolu serait une illusion liée à la portion d'univers que nous observons. Ces hypothèses ne sont pas prouvées, mais elles rappellent à quel point la question du commencement reste ouverte. Si l'on reste dans le cadre des observations confirmées, la naissance du temps correspond au moment où la matière, l'espace et l'énergie ont pris forme ensemble. C'est un point de départ que l'on peut comparer au lancement d'une horloge cosmique. Depuis, cette horloge ne s'est jamais arrêtée. Elle mesure non seulement le vieillissement des étoiles, mais aussi l'évolution de la structure de l'univers tout entier. Elle permet de relier le passé observable au présent et d'extrapoler vers un futur possible. Dans ce récit, ce qui frappe est la dépendance de notre existence au caractère mesurable du temps. Sans lui, pas de mémoire, pas d'histoire, pas d'évolution. Le temps est la colonne vertébrale qui donne une continuité à tout ce qui existe. Pourtant, il reste insaisissable. Nous savons qu'il a commencé, mais nous ne pouvons pas encore expliquer pourquoi il s'écoule de l'avant vers l'après, et non dans l'autre sens. Ce mystère appelé la flèche du temps trouve son origine dans les conditions initiales de l'univers. Le désordre, ou entropie, était au plus bas au départ, et il n'a cessé d'augmenter depuis. Cette croissance irréversible définit notre perception du temps comme une progression. Mais pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si ordonné ? C'est ici que les interrogations scientifiques rejoignent des réflexions plus philosophiques. Certains avancent que la naissance du temps est une conséquence inévitable dès qu'un univers existe. D'autres estiment qu'il faut encore découvrir une théorie plus fondamentale qui reliera espace, matière et durée dans une même équation. Mais quelle que soit la réponse, une évidence demeure. Sans cette première étincelle temporelle, aucune complexité n'aurait pu émerger. Ni galaxie, ni planète, ni conscience humaine ne pourraient exister. La naissance du temps n'est donc pas seulement un sujet abstrait réservé aux physiciens. Elle concerne directement notre manière d'appréhender la réalité. Elle rappelle que notre expérience quotidienne s'inscrit dans une histoire beaucoup plus vaste, commencée il y a des milliards d'années dans des conditions radicalement différentes de ce que nous connaissons. Comprendre ce passage du néant au temps, c'est tenter de retracer le premier battement du cosmos, la première mesure de durée dont toutes les autres découlent. Mais une fois ce cadre posé, une autre question surgit aussitôt. Qu'est-ce qui a rempli ce temps naissant ? Quels éléments sont apparus juste après donnant une substance à cet univers en expansion ? Lorsque l'on évoque l'histoire de l'univers, l'une des caractéristiques les plus fondamentales est son expansion.
Rien ne demeure figé à grande échelle, et tout indique que l'espace lui-même s'étire depuis son origine. L'idée paraît abstraite, car dans la vie quotidienne, nous voyons des objets choqués se déplacer dans un espace immobile. Pourtant, ici, ce n'est pas seulement le mouvement des galaxies qui compte, mais la dilatation de l'espace entre elles. Ce phénomène est mesurable, observable et constitue l'un des piliers de notre compréhension cosmologique moderne. L'expansion initiale ne fut pas un processus lent. Au contraire, les modèles scientifiques suggèrent qu'au tout premier instant, l'univers a connu une phase de croissance extrêmement rapide, presque instantanée. Cette expansion fulgurante est connue sous le nom d'inflation. Même si ce terme peut sembler simple, la réalité qu'il recouvre dépasse largement notre imagination. Imaginez une graine microscopique qui, en un clin d'œil, s'agrandit pour atteindre des dimensions inimaginables. Voilà le genre de transformation qui aurait marqué la naissance de notre cosmos. Pourquoi une telle expansion est-elle envisagée? Les observations nous montrent que l'univers est remarquablement homogène à grande échelle. Où que l'on regarde, la température du rayonnement fossile est presque identique, avec des différences minuscules à peine détectables. Sans une phase d'expansion ultra rapide, il serait difficile d'expliquer cette uniformité. En effet, des régions très éloignées du ciel n'auraient jamais le temps d'échanger de l'information ou de s'équilibrer. L'inflation résout ce paradoxe en supposant qu'avant de s'étirer brutalement, ces régions étaient proches, en contact, et pouvaient donc se synchroniser. Une autre conséquence de cette expansion initiale est la répartition de la matière. Sans elle, l'univers aurait pu être très irrégulier, rempli de zones trop denses ou trop vides. L'inflation a agi comme un mécanisme de lissage, répartissant l'énergie de manière quasi uniforme tout en laissant de légères fluctuations. Ce sont précisément ces petites irrégularités qui serviront plus tard de germe aux galaxies. Autrement dit, l'expansion initiale a non seulement façonné la structure globale du cosmos, mais aussi semé les graines de sa diversité. Ce qui fascine dans cette idée, c'est la disproportion entre l'échelle du temps et celle de l'espace concerné. L'univers aurait multiplié sa taille par un facteur gigantesque en une fraction minuscule de seconde. C'est une dynamique que l'on ne retrouve dans aucun autre phénomène connu. Même les explosions les plus puissantes observées dans l'espace aujourd'hui n'approcheront pas cette vitesse d'expansion. Cette singularité fait de l'inflation un concept central, mais aussi mystérieux. Les preuves indirectes de cette expansion initiale proviennent principalement de la cartographie du rayonnement fossile. En l'analysant avec une précision croissante grâce à des satellites comme COBE, WMAP ou Planck, les chercheurs ont identifié des motifs dans la répartition de la température. Ces motifs correspondent exactement à ce qu'on attendrait si l'univers avait subi une telle phase d'expansion. Les minuscules variations visibles aujourd'hui sont l'écho des fluctuations quantiques amplifiées par l'inflation inscrite dans le tissu cosmique. Au-delà des données, cette expansion soulève une question plus profonde. Pourquoi a-t-elle commencé et pourquoi s'est-elle arrêtée? Si l'univers avait continué à croître à ce rythme, aucune structure n'aurait pu apparaître. Pourtant, après ce bond initial, le rythme s'est ralenti, laissant place à une expansion plus régulière que l'on observe encore aujourd'hui. Ce basculement reste un point d'interrogation majeur. Il implique des mécanismes encore mal compris, liés à l'énergie de l'espace lui-même et à des transitions d'état de la réalité primitive. L'expansion initiale transforme aussi notre conception du vide. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le vide n'est pas un néant passif. C'est un état doté de propriétés, capable de stocker et de libérer de l'énergie. C'est dans ce contexte qu'aurait pu naître l'impulsion d'expansion. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des conséquences concrètes. Si le vide est actif, alors l'univers peut émerger d'une fluctuation, et l'expansion initiale devient une conséquence naturelle de cette dynamique. Un autre aspect essentiel est la vitesse apparente de l'expansion. Dire que l'univers s'est dilaté plus vite que la lumière ne signifie pas que des objets ont franchi cette limite interdite. Cela veut dire que l'espace lui-même s'est étendu à un rythme tel que les distances entre points ont grandi plus rapidement que la lumière ne peut voyager. Cela ne contredit pas les lois connues, mais révèle que ces lois s'appliquent différemment à l'espace dans son ensemble qu'aux objets quantiques qui s'y déplacent. Pour mieux comprendre, on peut recourir à une analogie. Imaginez un ballon sur lequel on dessine des points. Si l'on gonfle lentement le ballon, les points s'éloignent progressivement. Mais si l'on souffle brusquement, les distances grandissent en un éclair. Les points eux-mêmes ne se déplacent pas sur la surface, c'est la surface qui change.
Cette image illustre l'expansion initiale, à la différence près que le ballon a une surface en 2 dimensions alors que l'univers s'étend dans toutes les directions de l'espace. Ce phénomène a aussi des conséquences philosophiques. Si l'espace s'est dilaté à une vitesse fulgurante, cela signifie que l'univers observable n'est qu'une portion infime d'une réalité beaucoup plus vaste. L'expansion initiale aurait créé des régions séparées, hors de notre horizon, qui restent à jamais inaccessibles. Ainsi, ce que nous voyons n'est pas la totalité du cosmos, mais un fragment limité par la vitesse de la lumière et par le temps écoulé depuis l'origine. Cette idée relativise notre perception de la totalité et rappelle que l'univers visible n'est pas synonyme d'univers entier. Les cosmologistes travaillent encore à affiner ce scénario. Ils proposent un peu différents modèles d'inflation, chacun avec ses prédictions sur la forme des fluctuations et sur la distribution de la matière. Les données collectées au fil des décennies permettent d'éliminer certaines hypothèses et d'en privilégier d'autres. C'est un domaine de recherche en constante évolution où chaque nouvelle mesure peut redessiner le tableau. Mais l'idée centrale d'une expansion initiale fulgurante reste solide, car elle explique plusieurs énigmes en même temps. Il ne faut pas oublier que cette expansion n'est pas seulement un détail technique, elle conditionne tout ce qui suivra. Sans elle, pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes. L'univers aurait pu rester informe ou se refermer sur lui-même. Au contraire, l'expansion initiale a créé un cadre stable et propice à l'émergence de structures. Elle a ouvert la voie à l'évolution cosmique telle que nous la connaissons. Aujourd'hui encore, l'univers poursuit son expansion. Mais ce que nous voyons est différent, une croissance accélérée due à une énergie mystérieuse que l'on appelle énergie noire. Entre l'expansion initiale et l'accélération actuelle, l'univers a traversé plusieurs phases où le rôle des différentes formes de matière et d'énergie a changé. Comprendre ce lien entre passé fulgurant et présent énigmatique est l'un des grands défis actuels. La réflexion sur l'expansion initiale nous confronte enfin à une limite de compréhension. Nous savons décrire ce qui s'est passé après cette phase, mais pas vraiment comment elle a commencé. Était-elle déclenchée par une instabilité, par une transition d'état de l'espace lui-même, ou bien fait-elle partie d'un processus éternel qui génère sans cesse de nouveaux univers? Ces questions restent ouvertes, et c'est précisément ce qui rend l'étude de l'expansion initiale si captivante. À travers elle, nous voyons que le cosmos n'a pas seulement commencé, il a bondi. Cette poussée a façonné notre horizon, déterminé la structure du ciel et inscrit dans la trame de l'espace les conditions qui allèrent, des milliards d'années plus tard, permettre l'apparition de la vie. Mais une fois l'expansion lancée, une nouvelle étape devient cruciale, la naissance des premiers éléments de matière qui donneront une substance à cet univers en pleine croissance. Pour comprendre comment l'univers a pu surgir d'un état sans structure, il faut plonger dans l'échelle la plus minuscule connue, celle du domaine quantique. C'est un monde étrange où les règles de notre expérience quotidienne ne s'appliquent pas plus. Dans ce cadre, les particules n'ont pas de position définie avant d'être observées, les événements se produisent de manière probabiliste, et même le vide n'est jamais réellement vide. C'est ici, au niveau de cette réalité invisible à l'œil nu, mais mesurable par nos instruments, que certains chercheurs situent les racines de la naissance du cosmos. Quand on évoque un univers né de rien, on pourrait croire à une absence totale. Mais le rien absolu, un néant dépourvu de toute propriété, n'existe pas dans la physique contemporaine. Ce que l'on appelle le vide quantique n'est pas un espace neutre et inerte. C'est un champ bouillonnant où apparaissent et disparaissent constamment des paires de particules et d'antiparticules. Ces manifestations éphémères ne durent qu'un instant, mais elles suffisent à démontrer que même le vide possède une énergie. Ce foisonnement permanent, invisible mais réel, est une clé pour comprendre comment un univers peut émerger. Les chercheurs considèrent que l'univers primitif a pu naître d'une fluctuation de ce vide quantique. Dans ce scénario, une petite instabilité aurait généré une bulle d'espace-temps qui, en raison des propriétés de ce vide, s'est mise à croître rapidement. Cela peut sembler invraisemblable, mais des observations concrètes appuient l'idée que le vide est une source active. Par exemple, certaines transitions observées dans la matière condensée ou dans les accélérateurs de particules montrent que des énergies enfouies dans le vide peuvent se libérer sous forme de phénomènes mesurables. Ce rôle créatif du vide soulève des questions vertigineuses. Si l'univers peut naître d'une fluctuation, est-ce un processus unique ou récurrent? Se pourrait-il qu'un nombre infini d'univers apparaissent ainsi dans une vaste réalité, chacun doté de ses propres lois?
Dans ce cas, notre univers observable ne serait qu'un échantillon d'une mosaïque infinie. Le concept de multivers, bien qu'encore spéculatif, découle en partie de cette réflexion sur la nature quantique de l'origine. La mécanique quantique montre aussi que l'indétermination est fondamentale. Contrairement à la mécanique classique où tout est déterminé par les conditions initiales, ici les événements sont décrits par des probabilités. Cela signifie que le surgissement de notre univers pourrait être le résultat d'une possibilité parmi d'autres. Rien ne garantissait que cette bulle particulière donnerait naissance à un cosmos stable, mais la probabilité existait. L'existence même de notre monde prouve que l'une de ces potentialités s'est réalisée. Ce cadre quantique aide également à comprendre les minuscules variations présentes dans le rayonnement fossile. Ces différences de température et de densité sont interprétées comme le résultat de fluctuations quantiques amplifiées par l'expansion initiale. Ainsi, les galaxies, les étoiles et finalement la vie trouvent leur origine dans des phénomènes aléatoires se produisant au cœur du vide primordial. Ce lien entre hasard microscopique et structure macroscopique illustre la profondeur du rôle quantique dans la construction de notre réalité. Le fondement quantique de l'univers ne se limite pas à une explication théorique de son commencement. Il a des implications pratiques sur la manière dont nous concevons l'espace et le temps. À ces échelles minuscules, l'espace n'est pas continu comme il nous apparaît, mais granuleux, composé d'unités élémentaires. Si cela est confirmé, cela signifierait que le temps aussi est discret, fait de paquets insécables. Dans ce contexte, la naissance du temps décrite précédemment prend un sens nouveau. Elle correspondrait à l'activation de ce tissu quantifié, comme si le cosmos s'était mis à vibrer selon une fréquence minimale. La recherche de ces structures fondamentales mobilise des instruments gigantesques. Des accélérateurs comme le Large Hadron Collider permettent de sonder des énergies qui révèlent en eux les lois de l'infiniment petit. En parallèle, l'observation astronomique scrute les confins de l'univers pour capter les signatures laissées par ses premiers instants. Ce dialogue entre le minuscule et le gigantesque est unique. Ce qui se joue à l'échelle des particules se reflète dans la structure des galaxies. Mais la question de fond reste entière. Si le vide quantique a permis l'émergence de l'univers, d'où vient ce vide lui-même? Est-il une donnée brute, une condition préalable qu'il faut accepter sans explication, ou bien a-t-il lui-même une origine? Certains physiciens pensent donc que nous aurons besoin d'une théorie encore plus profonde, une sorte de cadre unifiant où la mécanique quantique et la gravité se rejoignent. Cette future théorie pourrait révéler que ce que nous appelons vide est en réalité un état particulier d'une réalité plus vaste. En attendant, la mécanique quantique reste notre meilleur guide. Elle est été vérifiée par d'innombrables expériences et ses prédictions, aussi étranges soient-elles, se révèlent exactes. Elle essaie donc une base solide pour explorer les origines. Elle nous apprend que le hasard est constitutif de la réalité, que l'incertitude n'est pas un défaut de mesure mais une propriété fondamentale. Et c'est dans ce jeu d'incertitude que notre univers a trouvé son point de départ. Cette idée bouscule profondément nos représentations. Dans la pensée classique, l'univers devait reposer sur des fondations stables, sur des lois immuables et sur des conditions initiales précises. Dans le cadre quantique, c'est l'inverse. L'instabilité, la fluctuation, le hasard deviennent créateurs. Le cosmos que nous observons, avec ses galaxies ordonnées et ses lois régulières, découle d'un bouillonnement chaotique. Cette inversion de perspective est l'une des plus grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. Au-delà de la science, cette vision interroge notre rapport au réel. Si tout naît d'un fond quantique, alors la frontière entre être et non-être devient floue. Le rien n'était jamais vraiment rien, il est plein de potentialités. Cela nous oblige à revoir la manière dont nous concevons l'origine. Plutôt que d'imaginer une création ex nihilo, on peut penser l'univers comme une transformation, une actualisation d'un état latent. Cette nuance change tout. Elle retire au commencement son caractère absolu pour en faire un processus naturel. Cependant, il reste un mystère. Pourquoi cette fluctuation particulière a-t-elle donné un univers durable? D'autres fluctuations auraient pu s'éteindre aussitôt, sans laisser de traces. Celle-ci, au contraire, a engendré une structure stable, un espace-temps en expansion, une chimie riche et une histoire longue de milliards d'années. Quelles conditions ont permis cette exception? Est-ce une chance extraordinaire ou bien un mécanisme encore inconnu qui favorise l'émergence d'univers viables? En suivant ce fil, on en vient à considérer que notre univers est peut-être réglé de manière très précise.
Les constantes physiques, les lois de la nature, tout semble ajusté pour permettre l'existence de structures complexes. Certains y voient non le signe d'une sélection. Parmi une infinité de possibles, seuls les univers compatibles avec la complexité se développent et deviennent observables. Dans ce cadre, notre univers n'est pas le seul, mais simplement celui où nous pouvons exister pour poser la question. Le fondement quantique, avec ses incertitudes et ses potentialités, demeure donc au cœur de l'énigme cosmologique. Il relie la naissance du temps et l'expansion initiale à une dynamique plus profonde, faite de fluctuations permanentes et de possibilités infinies. Il donne un sens au fait que quelque chose puisse surgir de ce qui nous paraît vide, et il ouvre des perspectives vertigineuses sur ce qui pourrait exister au-delà de notre horizon. Mais ce fondement, aussi fécond soit-il, n'explique pas encore tout. Une fois l'univers lancé, il ne reste pas dans cet état immatériel. Il se peuple très vite d'entités plus concrètes, de particules élémentaires qui forment la première matière. C'est à travers elles que le cosmos prend corps et que la trame du réel se charge de substance. C'est là que nous devons maintenant porter notre regard, vers la naissance des premières particules. Après l'expansion initiale et la mise en place des bases quantiques, l'univers s'est retrouvé dans un état encore méconnaissable pour nos yeux, habitués à la matière ordinaire. Il n'y avait ni étoiles ni galaxies, pas même d'atomes ou de molécules. Pourtant, c'est à ce moment précis que se sont jouées les premières étapes de la construction du réel tel que nous le connaissons. L'univers, encore incroyablement dense et chaud, était un océan d'énergie pure où commençaient à se former les premières particules élémentaires. Comprendre cette étape revient à remonter au cœur même de la matière, à l'instant où la lumière et la substance ont cessé d'être indissociables, pour donner naissance aux briques fondamentales du cosmos. Dans ce milieu incandescent, les particules n'étaient imbastables comme nous les concevons aujourd'hui. Elles apparaissaient et disparaissaient dans un balai incessant. Chaque collision d'énergie suffisait à créer de nouvelles entités, aussitôt détruites par d'autres interactions. On pourrait comparer cet état à un marché en ébullition, où les échanges se font si vite qu'il est impossible de distinguer un acteur durable. Pourtant, dans ce chaos, certains types de particules allaient émerger et perdurer, formant les premiers éléments permanents de l'univers. Parmi ces particules, on trouve celles qui composent la matière que nous connaissons, comme les quarks et les électrons. Les quarks sont les constituants fondamentaux des protons et des neutrons, qui eux-mêmes deviendront les noyaux atomiques. Les électrons plus légers joueront plus tard un rôle essentiel dans la formation des atomes. Mais à cette époque primitive, ils étaient noyés dans une soupe énergétique si dense qu'aucune structure durable ne pouvait encore se former. Tout se réduisait à un plasma brûlant, une mer de particules libres constamment en interaction. Les neutrinos, particules presque insaisissables, étaient eux aussi présents dès les premières fractions de seconde. Ils interagissent si faiblement avec la matière que des milliards d'entre eux traversent chaque seconde notre corps, sans que nous les remarquions. À cette époque initiale, cependant, ils étaient intimement liés aux autres particules, participant activement aux échanges d'énergie. Peu à peu, en s'éloignant de la densité extrême, ils allaient se détacher et voyager librement dans l'espace, portant encore aujourd'hui une mémoire des premiers instants. Un autre acteur fondamental, souvent moins visible, était le photon, la particule de lumière. Dans l'univers jeune, les photons étaient piégés dans la densité de la matière. Ils ne pouvaient en parcourir que des distances infimes avant d'être absorbés ou déviés. L'espace n'était pas transparent comme il l'est aujourd'hui. C'était un brouillard incandescent où la lumière restait prisonnière. Ce n'est que beaucoup plus tard que les photons se libéreraient pour former le rayonnement fossile que nous détectons encore. Mais dès le début, il constitua une composante majeure du plasma primordial, équilibrant les échanges d'énergie et de matière. Cette étape de formation des premières particules peut sembler technique, mais elle a une importance décisive, car sans ces entités stables, l'univers n'aurait jamais pu évoluer vers des structures plus complexes. Chaque particule durable représentait une victoire de l'ordre sur le chaos, une base sur laquelle la suite de l'histoire cosmique pouvait s'écrire. Si l'on imagine l'univers comme une construction gigantesque, ces particules sont les briques initiales, posées dans un désordre apparent mais prêtes à s'assembler. Les interactions entre particules étaient alors dominées par des forces fondamentales. Bien que nous n'entrions pas ici dans des équations, il est important de comprendre que différentes interactions gouvernaient leur comportement. Certaines maintenaient les quarks ensemble pour former les protons et les neutrons,
d'autres liant la matière et la lumière, d'autres encore orientés les pensants à la manière dont ces entités se repoussaient ou s'attiraient. Cette orchestration invisible a permis aux particules de ne pas simplement se dissoudre dans un chaos permanent, mais de commencer à structurer une matière stable. À mesure que l'univers poursuivait son expansion, il se refroidissait progressivement. Ce refroidissement était crucial car il offrait un répit aux particules. À des températures extrêmes, aucune structure ne pouvait survivre plus d'un instant. Mais en perdant un peu de son intensité, l'univers permettait aux particules de s'assembler par étapes. Les quarks s'unissaient en protons et neutrons, les électrons restèrent encore libres et l'ensemble formait un plasma dense. Ce processus n'a pas été instantané. Il s'est étalé sur un temps extrêmement court à l'échelle cosmique, mais suffisant pour changer radicalement la nature du contenu de l'univers. Un aspect fascinant de cette période est la question de l'asymétrie entre matière et antimatière. Théoriquement, chaque particule produite aurait dû avoir un équivalent en antimatière, doté des mêmes propriétés, mais de charges inversées. Si tout s'était parfaitement équilibré, matière et antimatière se seraient anéantis, mutuellement, laissant derrière elles un univers composé uniquement de lumière. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour une raison encore mal comprise, un très léger excès de matière a survécu. Cet infime déséquilibre est ce qui a permis à l'univers matériel d'exister. Sans lui, aucune étoile, aucune planète, aucun être vivant n'aurait vu le jour. Cette énigme, appelée le problème de l'asymétrie matière-antimatière, demeure l'un des grands mystères de la physique. Les chercheurs cherchent à comprendre pourquoi la nature a favorisé la matière de façon minime mais décisive. Des expériences sont menées pour comparer avec précision le comportement des particules et de leurs antiparticules afin de trouver la clé de cette dissymétrie. Car dans cet écart infime se trouve toute la raison de notre existence. Ce qui est tant remarquable, c'est que malgré la violence des premiers instants, le processus a abouti à une relative stabilité. Après quelques secondes seulement, la soupe initiale n'était plus un chaos indistinct, mais un mélange de particules capables de former des structures ultérieures. Ce passage du désordre absolu à un ordre rudimentaire marque une transition capitale dans l'histoire cosmique. Les simulations numériques modernes tentent de reproduire cette période. En modélisant l'évolution des particules dans des conditions extrêmes, les chercheurs peuvent comparer les résultats aux observations actuelles. Les abondances mesurées au sein de certains éléments légers, comme le hydrogène et l'hélium, correspondent parfaitement aux prédictions issues de ces premiers instants. Cela renforce la confiance dans la reconstitution de cette phase de l'histoire de l'univers. Pour mieux saisir l'importance de cette étape, il suffit de considérer le chemin parcouru. D'un état sans structure, l'univers a produit des entités capables de durer. Chaque particule stable représentait un fragment d'avenir, une promesse de complexité. Sans elle, l'histoire se serait arrêtée immédiatement, figée dans une lumière sans matière. Au contraire, grâce à leur persistance, un chemin vers les étoiles devenait possible. Ce récit ne doit pas faire oublier la dimension spéculative qui demeure. Nous ne pouvons pas observer directement ce qu'il s'est passé dans ces premières fractions de seconde. Nos connaissances proviennent d'indices indirects, d'expériences de laboratoire et de modèles théoriques. Pourtant, tout converge vers une même image, celle d'un univers en train de s'ordonner à partir de particules élémentaires. Et dans cet ordonnancement, une dynamique irréversible s'est enclenchée. Il est frappant de constater que ces premières particules, invisibles à l'œil nu, ont décidé du destin de tout ce qui allait suivre. Leur nombre, leurs propriétés et leur équilibre ont façonné la chimie cosmique. Si ces conditions avaient été différentes, l'univers aurait eu une histoire radicalement autre, peut-être incompatible avec la vie. En ce sens, la période des premières particules est un carrefour où s'était jouée la possibilité même de notre existence. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait et s'élargissait, ces particules allaient entamer une nouvelle étape, s'unir en noyaux et poser les bases de la chimie cosmique. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel de comprendre que tout a commencé par ces briques élémentaires, surgies dans la fournaise initiale et préservées par des équilibres délicats. Elles sont le socle sur lequel se bâtira toute la complexité future. Ainsi, des profondeurs d'un plasma incandescent, l'univers est passé d'un état informe à un ensemble doté de constituants durables. Les premières particules ont marqué la fin du chaos absolu et le début d'un ordre naissant. Ce fut une révolution silencieuse, invisible mais décisive, et cette révolution ouvrait la voie à une autre étape,
tout aussi crucial, l'émergence des forces fondamentales qui allaient guider l'évolution de cette matière naissante. C'est là que commence le chapitre suivant de cette histoire cosmique. Lorsque les premières particules se sont stabilisées dans l'univers naissant, elles n'étaient pas livrées à elles-mêmes. Elles obéissaient à un ensemble de règles invisibles qui dictaient leur manière de s'attirer, de se repousser, de s'unir ou de se désintégrer. Ces règles sont incarnées par ce que l'on appelle les forces fondamentales. Elles ne sont pas des forces au sens quotidien, comme celles que l'on ressent en poussant une porte ou en tirant une corde, mais des interactions universelles, omniprésentes, qui façonnent toute la structure du cosmos. Comprendre ces forces, c'est comprendre pourquoi la matière ne s'est pas dissipée dans le vide, pourquoi les étoiles brillent, pourquoi les planètes tournent et pourquoi nous-mêmes existons. Au tout premier instant, ces forces n'étaient peut-être pas distinctes. De nombreux chercheurs imaginent qu'elles étaient réunies en une seule interaction originelle, trop intense pour laisser apparaître des différences. Mais à mesure que l'univers s'est refroidi et étendu, ce bloc unifié s'est fragmenté. C'est comme si, au départ, il n'y avait qu'une loi universelle, qui se serait ensuite scindée en plusieurs domaines spécialisés, chacun chargé de régir un aspect particulier du monde. Ce processus de séparation a été essentiel, car il a permis l'apparition de structures durables. La première de ces forces à se distinguer est la gravité. C'est elle qui, à l'échelle cosmique, gouverne le mouvement des planètes, des étoiles et des galaxies. Son rôle est d'attirer la matière, de donner une cohésion aux ensembles massifs. Dans l'univers jeune, la gravité a été décisive pour amorcer l'agrégation de la matière. Sans elle, tout serait resté dispersé dans un brouillard uniforme. Grâce à son action lente mais implacable, des condensations se sont produites, préparant le terrain à la formation des étoiles. À l'opposé de cette force universelle, une autre agit de façon beaucoup plus intime et intense, l'interaction nucléaire forte. Elle est déjà responsable de maintenir les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons, puis de lier ces derniers dans les noyaux atomiques. Sa puissance est telle qu'elle empêche les particules de se désagréger malgré la répulsion électrique qui tend à les séparer. C'est cette force qui, dans les instants initiaux, a permis la cohésion des particules lourdes. Elle agit à des distances microscopiques, mais son influence a façonné toute la matière ordinaire. Une autre force, l'interaction électromagnétique, joue un rôle tout aussi essentiel. Elle relie les particules chargées, comme les électrons et les protons, et elle est responsable des phénomènes de la lumière. Dans l'univers jeune, elle régissait la danse des particules chargées dans le plasma primordial. C'est elle qui, bien plus tard, permettra aux électrons de se lier au noyau pour former des atomes stables. Sans l'électromagnétisme, il n'y aurait pas de chimie, pas de molécules, et donc pas de vie. Enfin, il existe une quatrième force, l'interaction faible. Elle est plus discrète, mais elle intervient dans des processus fondamentaux, comme certaines transformations de particules. C'est elle qui permet par exemple à des neutrinos de se libérer ou à certains noyaux instables de se transformer. Dans les instants primordiaux, son rôle fut crucial pour fixer les proportions de certaines particules et préparer la composition future de la matière. Ces quatre forces ne sont pas des entités isolées, elles interagissent et se complètent. Dans l'univers naissant, elles ont orchestré un équilibre délicat qui a permis à la matière de survivre, de se combiner et d'évoluer. On peut les voir comme les piliers invisibles qui soutiennent l'édifice cosmique. Chacune agit sur une échelle différente, mais toutes sont indispensables. Leur cohésion explique pourquoi le cosmos a pris une forme structurée plutôt qu'un chaos stérile. Leur importance ne se limite pas à la survie des particules. Elles déterminent également la stabilité des étoiles et l'évolution des galaxies. La gravité alimente les réactions nucléaires en comprimant les étoiles, l'interaction forte déclenche ces réactions dans leur cœur, l'électromagnétisme diffuse l'énergie sous forme de lumière et l'interaction faible intervient dans la transformation des éléments. Sans cette collaboration, le ciel serait resté sombre et vide. Il est frappant de constater que ces forces, bien qu'universelles, diffèrent énormément en intensité. La gravité, c'est de loin la plus faible à l'échelle microscopique, mais elle domine les structures géantes. L'interaction forte est la plus puissante, mais son domaine est minuscule. Cette diversité est la raison même de l'équilibre cosmique. Si leurs intensités avaient été légèrement différentes, les étoiles n'auraient pas pu briller de manière stable, ou bien les atomes n'auraient pas pu exister. Cela soulève l'idée que notre univers est réglé de manière extrêmement précise, comme si les paramètres avaient été ajustés pour permettre l'émergence d'un monde complexe. Cette précision fascine les scientifiques.
Pourquoi les forces ont-elles exactement ces intensités et pas d'autres? Est-ce le fruit du hasard, une nécessité imposée par la nature, ou bien la conséquence d'une sélection parmi une multitude d'univers aux lois différentes? Cette question reste ouverte et nourrit de nombreux débats. Mais ce qui est sûr, c'est que nous existons grâce à cette configuration particulière. À travers les âges, les humains ont toujours cherché à comprendre les lois invisibles qui gouvernent la nature. Aujourd'hui, nous savons que ces forces fondamentales ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités mesurables et universelles. Elles ont sculpté l'univers depuis ses premières secondes et continuent d'agir dans chaque phénomène que nous observons. Leur rôle dans l'histoire cosmique peut se résumer ainsi. Elles ont transformé l'énergie pure en matière organisée. Elles ont guidé la formation des atomes, elles ont alimenté la lumière des étoiles, et elles soutiennent encore la structure des galaxies. Sans elles, l'univers ne serait qu'un océan d'énergie sans forme ni avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas à leur séparation et à leur action initiale, car une fois les particules stabilisées et guidées par ces forces, un nouvel événement se prépare. La lumière, jusque-là prisonnière d'un brouillard impénétrable, va enfin se libérer. Cette étape marquera un tournant décisif, car elle offrira à l'univers sa première transparence, inscrivant dans la trame cosmique une lumière fossile que nous pouvons encore observer aujourd'hui. C'est vers cette libération de la lumière que nous allons maintenant tourner notre regard. Pendant les centaines de milliers d'années qui ont suivi la naissance du cosmos, l'univers n'était pas encore transparent. Il ressemblait à une mer brûlante et épaisse où la lumière était prisonnière. Les photons, ces particules de lumière, n'avaient pas la liberté de parcourir de longues distances. À chaque instant, ils étaient absorbés, réémis, déviés par le plasma dense de particules chargées. L'univers ressemblait alors à un brouillard incandescent, opaque à toute tentative d'observation directe. Rien de ce que nous connaissons aujourd'hui, ni étoiles ni galaxies, n'était encore formé. Mais un événement crucial allait bientôt bouleverser cet état, la libération de la lumière. Ce moment décisif survient lorsque l'univers a suffisamment refroidi. Le plasma brûlant d'électrons libres et de noyaux était maintenu dans un état chaotique par la température extrême. Mais à mesure que l'expansion s'est poursuivie, la densité a diminué et la température a chuté. Un seuil a fini par être atteint où les électrons pouvaient se lier durablement au noyau pour former des atomes stables, principalement d'hydrogène et d'hélium. Ce processus est appelé recombinaison, bien qu'en réalité il s'agisse de la première combinaison véritable. Avec la naissance de ces atomes neutres, les photons n'étaient non plus sans cesse piégés. Pour la première fois, ils ont pu voyager librement dans l'espace en expansion. L'univers est alors devenu transparent. Cette transition n'a pas été un instant brutal, mais plutôt une période où, progressivement, la lumière a cessé d'être confinée. L'écho de cette libération se perçoit encore aujourd'hui. C'est ce que nous appelons le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique. Il s'agit d'un flux de photons vieux de près de 14 milliards d'années qui a parcouru l'espace sans interruption depuis cette époque. Ces photons, étirés par l'expansion de l'univers, nous parviennent sous forme de micro-ondes, faibles mais détectables. Ce rayonnement fossile est une véritable photographie de l'univers jeune. Il nous montre un cosmos âgé de seulement quelques centaines de milliers d'années, avant que les premières étoiles ne s'allument. En observant sa répartition, nous découvrons que l'univers était étonnamment homogène, avec seulement de minuscules variations de densité et de température. Ces fluctuations insignifiantes à l'époque sont pourtant le germe de toutes les structures ultérieures, galaxies, amas et superamas. La lumière libérée nous livre donc un témoignage direct sur le berceau de l'univers observable. La découverte de ce rayonnement a marqué une révolution. Dans les années 60, deux chercheurs, Arno Penzias et Robert Wilson, captèrent un signal faible, uniforme, provenant de toutes les directions du ciel. Ils pensèrent d'abord à un bruit parasite, peut-être causé par leur antenne. Mais ce qu'ils avaient détecté, c'était la preuve concrète de cette lumière ancestrale. Depuis, d'innombrables instruments plus précis, comme les satellites Kobe, EMAP et Planck, ont cartographié ce rayonnement avec une finesse extraordinaire, révélant des détails infimes qui contiennent la mémoire du cosmos naissant. Ce qui frappe dans cette image de l'univers, c'est la simplicité et la régularité de la répartition. Les températures diffèrent à peine d'un point à l'autre, mais ces différences sont suffisantes pour expliquer tout ce qui a suivi. L'univers, à cette époque, était une toile presque uniforme, ponctuée de minuscules irrégularités.
Sans ces irrégularités, la gravité n'aurait pas eu de point d'accroche pour former les structures. Avec elles, le cosmos a pu s'organiser et évoluer vers la complexité. La libération de la lumière représente aussi un tournant méthodologique pour l'humanité. En captant ce rayonnement, nous observons directement un passé lointain. Contrairement aux étoiles ou aux galaxies, qui apparaissent que bien plus tard, le fond diffus cosmologique nous ramène presque au commencement. C'est comme si nous disposions d'un cliché de notre enfance cosmique, figé dans l'espace et accessible par des mesures précises. Cela nous permet de tester nos modèles et d'affiner notre compréhension des origines. Il est important de souligner que cette lumière n'est pas uniforme par hasard. Ces motifs reflètent les conditions exactes de l'univers à cette époque. Chaque petite variation de température correspond à une variation de densité. Ces variations sont précisément celles qui, sous l'effet de la gravité, ont donné naissance aux grandes structures. Ainsi, la carte du rayonnement fossile est un plan détaillé du futur du cosmos, une sorte de graine inscrite dans la lumière elle-même. En contemplant cette libération, une question surgit. Pourquoi l'univers a-t-il attendu plusieurs centaines de milliers d'années avant de devenir transparent ? La réponse réside dans la température. Tant que l'énergie moyenne des particules était trop élevée, les électrons ne pouvaient pas rester liés au noyau. Ils étaient immédiatement arrachés et l'espace restait opaque. Il a fallu que l'expansion étire l'univers et le refroidisse suffisamment pour que les atomes se forment. Ce délai, bien que court à l'échelle cosmique, a été déterminant pour permettre à la lumière de s'émanciper. La libération de la lumière marque également un changement de perspective. Jusqu'alors, l'univers était dominé par l'énergie rayonnante, par la lumière piégée dans la matière. Après cette transition, la matière neutre a pris le dessus, ouvrant la voie à la formation des premières de structures gravitationnelles. C'est une bascule historique. De la lumière enfermée, on passe à la lumière libre et à la matière qui commence à s'organiser. Ce processus a aussi une conséquence fascinante pour nous, observateurs d'aujourd'hui. En détectant le rayonnement fossile, nous recevons littéralement des photons qui voyagent depuis près de 14 milliards d'années. Chacun d'eux a traversé des milliards d'années de lumière pour atteindre nos instruments. Ils portent en eux une mémoire intacte, un message ancien qui nous relie directement à l'aube du cosmos. Chaque mesure, chaque carte réalisée est une plongée dans un passé que nous ne pourrions atteindre autrement. Il est remarquable que cette lumière ancestrale existe encore. Dans un univers plus chaotique, elle aurait pu être effacée ou brouillée. Mais l'expansion continue l'a simplement étirée, diminuant son énergie jusqu'à ce qu'elle se situe aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes. Cela montre que l'histoire cosmique est inscrite dans le tissu même de l'espace, prête à être déchiffrée. L'étude de cette lumière a permis de confirmer des détails fondamentaux de notre modèle cosmologique. Elle révèle l'âge de l'univers, sa densité, la proportion de ses composants. Elle confirme la présence de matière invisible, la fameuse matière noire, et suggère l'existence d'une énergie mystérieuse qui domine son expansion. Autrement dit, la lumière libérée il y a des milliards d'années continue de nous éclairer, non seulement par son existence, mais aussi par les informations qu'elle transporte. Mais au-delà des données, la libération de la lumière symbolise un moment de transformation. L'univers est passé d'un état aveugle à une clarté nouvelle. C'est la première fois que le cosmos a produit une lumière capable de voyager sans entrave. Cette clarté ne provenait pas encore des étoiles, mais d'une transition fondamentale qui a rendu l'espace transparent. À partir de ce moment, la lumière devenait un témoin, inscrivant dans son parcours l'histoire de tout ce qui allait te suivre. La libération de la lumière ouvre aussi la voie à la prochaine étape cosmique. Une fois l'univers devenu transparent, il restait encore sombre au sens visuel. Aucune étoile ne brillait dans ce ciel primordial. La lumière qui circulait était uniforme, froide et sans source ponctuelle. Mais dans l'ombre de ce calme apparent, les forces gravitationnelles commencèrent leur travail, rassemblant lentement la matière. Bientôt, les premières étoiles allaient donc s'allumer, perçant l'obscurité et transformant définitivement la nuit cosmique. Ainsi, la lumière libérée fut le premier grand témoignage visible de l'univers. Elle scella la transition entre un brouillard incandescent et un espace transparent, entre une époque dominée par la lumière captive et une ère où la matière pouvait enfin se développer. Elle reste encore aujourd'hui notre messagère la plus ancienne, un écho intact qui relie le présent au plus lointain passé. Et c'est dans ce nouvel espace clair que s'annonçait la prochaine grande révolution cosmique, l'allumage des premières étoiles. Après la libération de la lumière, l'univers était devenu transparent, mais il demeurait encore sombre.
La lumière qui circulait n'était qu'un rayonnement diffus, uniforme, incapable de créer la clarté des cieux étoilés que nous connaissons aujourd'hui. C'était une époque étrange où l'espace, bien qu'inondé de photons, n'avait pas encore de source lumineuse visible. Cette ère est souvent appelée les âges sombres. Pourtant, dans cette obscurité apparente, un processus fondamental était en cours, la naissance des toutes premières étoiles. Ces étoiles primordiales ne ressemblaient même pas exactement à celles que nous observons aujourd'hui. Leur rôle était unique, car elles allaient transformer un univers simple, composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, en un cosmos complexe capable de produire des éléments lourds, des galaxies et, plus tard, des systèmes planétaires. Mais avant d'en arriver là, il a fallu un long travail silencieux de la gravité. La matière, encore largement dispersée, commença à s'agglomérer sous l'effet de son propre poids gravitationnel. Les légères fluctuations de densité inscrites dans le rayonnement fossile devinrent des points d'ancrage. Là où la densité était un peu plus forte, la gravité attira davantage de matière, accentuant les différences. Petit à petit, de vastes nuages d'hydrogène et d'hélium se formèrent. Ces nuages étaient immenses, s'étendant sur des dizaines, parfois des centaines d'années-lumière. Leur masse était telle qu'aucune force ne pouvait empêcher leur effondrement progressif. Au cœur de ces nuages, la matière se contractait, augmentant sa densité et sa température. À mesure que les particules s'entrechoquaient entre eux de plus en plus violemment, un seuil critique finit par être atteint. C'est à ce moment-là que l'hydrogène commença à s'assembler dans des réactions nucléaires libérant une énergie gigantesque. La première génération d'étoiles venait de s'allumer. Pour la première fois depuis l'origine du cosmos, la nuit cosmique fut percée par de véritables points de lumière. Ces étoiles appartiennent à ce que les astronomes appellent la population 3. Elles étaient très différentes de nos étoiles actuelles, car elles étaient constituées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Aucun carbone, aucun oxygène, aucun fer n'existait encore. En raison de cette composition primitive, elles étaient probablement beaucoup plus massives que la plupart des étoiles modernes. Certaines auraient atteint des centaines de fois la masse de notre Soleil. Cette masse gigantesque leur conférait une vie courte mais intense. La luminosité de ces premières étoiles devait être extraordinaire. Elles ont irradié l'univers environnant de rayonnements puissants, transformant l'environnement qui jusque-là était neutre et froid. Leur lumière, bien plus énergétique que celle de nombreuses étoiles actuelles, a commencé à rayoniser le gaz autour d'elles, modifiant la structure de l'espace. Ce processus, appelé rayonisation, a marqué la fin des âges sombres et l'entrée dans une ère où l'univers était devenu réellement lumineux et dynamique. Mais le rôle des premières étoiles ne s'est pas limité à éclairer l'univers. Leur véritable héritage se trouve dans les éléments qu'elles ont fabriqués en leur sein. En brûlant leur hydrogène, elles ont produit de l'hélium supplémentaire, puis dans leur phase ultérieure, elles ont forgé des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et l'azote. Lorsque ces étoiles massives sont arrivées en fin de vie, elles ont explosé en supernova, dispersant ces nouveaux éléments dans l'espace. C'est ainsi que le cosmos s'est enrichi de la chimie complexe nécessaire à l'émergence de planètes rocheuses et, beaucoup plus tard, de la vie. Ce cycle de naissance et de mort des étoiles est le moteur de l'évolution cosmique. Les premières générations ont fourni la matière première pour les suivantes. Sans elles, les galaxies ne se seraient pas formées comme nous les voyons aujourd'hui. Le carbone de notre corps, l'oxygène que nous respirons, le fer de notre sang proviennent de ces étoiles disparues depuis des milliards d'années. En ce sens, leur apparition marque une étape décisive. L'univers est passé d'un état presque uniforme à une fabrique d'éléments. Ces étoiles primordiales sont aujourd'hui impossibles à observer directement. Elles ont vécu vite et sont mortes depuis longtemps. Mais leurs traces persistent dans les galaxies lointaines et dans la composition chimique des étoiles plus récentes. En étudiant ces indices, les astronomes reconstituent leur existence. Les télescopes modernes, comme le James Webb, tentent de remonter toujours plus loin dans le temps pour observer les toutes premières galaxies où elles ont brillé. Chaque nouvelle observation nous rapproche de ce moment inaugural où les étoiles ont commencé à structurer le cosmos. La vie de ces étoiles était courte, souvent quelques millions d'années seulement, ce qui est dérisoire comparé aux dizaines de milliards d'années possibles pour des étoiles plus modestes. Leur mort spectaculaire en supernova a semé dans l'espace des ondes de choc et des nuages enrichis. Ces nuages, en se contractant à leur tour, ont formé de nouvelles étoiles et de nouvelles générations de systèmes.
Ainsi, l'héritage des premières étoiles ne s'est pas perdu. Il s'est transmis, amplifié, diversifié. Le rôle de la gravité, encore une fois, fut déterminant. Sans elle, la matière serait restée diffuse. Avec elle, l'univers a vu apparaître des structures de plus en plus vastes. Les premières étoiles n'étaient pas isolées, elles se regroupaient encore déjà en amas, et ces amas finissaient par s'unir en galaxies les primitives. Ces galaxies y étaient irrégulières, petites par rapport à celles d'aujourd'hui, mais elles représentaient les premiers jalons de l'architecture cosmique. En observant le ciel actuel, nous voyons des galaxies immenses, organisées en spirales majestueuses ou en ellipses massives. Mais à l'époque des premières étoiles, tout était plus chaotique. Ces galaxies naissantes ressemblaient à des îlots de lumière dispersés dans l'immensité encore sombre. Leur lumière mettait des milliards d'années à nous parvenir, mais elle témoignait déjà d'un univers en train de s'ordonner. Ce moment où les étoiles s'allument pour la première fois est comparable à une renaissance cosmique. L'univers, jusque-là silencieux et froid, devient actif, lumineux, créatif. La matière, auparavant réduite à des atomes simples, commence à se complexifier. La lumière cesse d'être seulement un témoin passif du passé pour devenir l'expression d'astres puissants. Ce changement de paysage est si radical qu'il marque véritablement le début de l'univers tel que nous le connaissons. Mais la naissance des premières étoiles pose aussi des questions encore sans réponse. Comment exactement ces nuages de gaz se sont-ils fragmentés pour former des étoiles aussi massives ? Pourquoi certaines régions ont-elles produit davantage d'étoiles que d'autres ? Quelle a été la chronologie précise de leur apparition ? Les chercheurs explorent ces énigmes à travers des simulations numériques et des observations des galaxies les plus lointaines. Chaque avancée permet d'affiner le récit, mais l'histoire complète reste à écrire. Il est fascinant de constater que nous vivons dans un univers dont la mémoire est inscrite dans la lumière. Les photons émis par ces premières étoiles continuent leur voyage à travers l'espace, certains atteignant encore nos télescopes aujourd'hui. En les captant, nous recevons des messages venus d'un passé si lointain qu'ils défient l'imagination. Ces étoiles, bien que disparues, continuent donc de briller dans notre connaissance. L'importance de ces astres initiaux dépasse de loin leur existence éphémère. Ils représentent le moment où l'univers est devenu capable de produire de la diversité chimique, de la structure et de la lumière focalisée. Sans eux, aucune galaxie stable n'aurait pu se former, aucune planète n'aurait vu le jour et aucun être vivant n'aurait pu contempler le ciel. Ils sont le point de départ d'une histoire qui mène directement jusqu'à nous. Ainsi, dans l'obscurité des âges sombres, la gravité a allumé les premiers phares cosmiques. Ces étoiles massives, brillantes et brèves ont transformé un univers uniforme en une scène dynamique et évolutive. Leur naissance fut le premier pas vers la complexité, et leur mort spectaculaire fut le premier acte de création d'éléments essentiels. Elles ont ouvert la voie aux galaxies, aux planètes et, bien plus tard, à la vie consciente. Mais ce processus n'était que le début, car avec elle surgissait une nouvelle étape, l'apparition des éléments lourds, forgés dans les cœurs stellaires et libérés dans l'espace par la violence des supernovas. Ce fut le second grand héritage des étoiles, et le suivant chapitre de l'histoire cosmique. Lorsque les premières étoiles se sont allumées, elles ont inauguré une nouvelle ère dans l'histoire cosmique. Jusque-là, l'univers n'était composé que des éléments les plus simples, essentiellement l'hydrogène et l'hélium, avec quelques traces infimes de lithium. Ces ingrédients formaient une soupe uniforme et limitée, incapable à elle seule de donner naissance à la diversité chimique que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans les entrailles brûlantes de ces étoiles géantes s'est déclenché un processus extraordinaire, la création des éléments lourds. C'est là que le cosmos a commencé à se doter de la richesse nécessaire pour engendrer des planètes, des océans, des montagnes et plus tard la vie. Dans le cœur des étoiles, les températures et les pressions étaient donc aussi élevées que les noyaux d'hydrogène entraient en fusion pour former de l'hélium. Cette transformation libérait une énergie colossale, responsable de la lumière et de la chaleur émise par les étoiles. Mais ce n'était que la première étape. Dans les étoiles les plus massives, la fusion ne s'arrêtait pas à l'hélium. Lorsque ce combustible venait à manquer, la gravité comprimait davantage le cœur, provoquant l'allumage de nouvelles réactions. L'hélium se transformait en carbone et en oxygène, puis en néon, en magnésium, en silicium et enfin en fer. Chaque palier de fusion correspondait à une étape de plus dans la complexité chimique de l'univers. Ce mécanisme interne, appelé nucléosynthèse stellaire, a joué un rôle fondamental.
Sans lui, le cosmos serait resté figé dans une simplicité élémentaire. Grâce à lui, les étoiles sont devenues des usines cosmiques, fabriquant patiemment les briques de la matière complexe. Il faut imaginer ces cœurs stellaires comme des laboratoires naturels, capables de réaliser des expériences impossibles à reproduire sur Terre. Leur durée de vie pouvait être courte, mais leur efficacité chimique fut inégalée. Les éléments lourds ainsi produits ne restaient pas confinés éternellement dans le cœur des étoiles. Arrivées en fin de vie, les plus massives d'entre elles explosaient en supernovas. Ces explosions cataclysmiques dispersaient dans l'espace environnant les éléments forgés pendant leur existence, le carbone, l'oxygène, le fer, mais aussi des éléments encore plus lourds créés au moment même de l'explosion, se répandaient un temps dans le vide. L'univers, qui jusque-là n'avait connu que l'hydrogène et l'hélium, se retrouvait soudain enrichi d'une palette chimique beaucoup plus vaste. C'est dans ces instants de destruction que se produisaient les conditions nécessaires à la création des éléments les plus rares, comme l'or, le platine ou l'uranium. Ces métaux précieux, qui aujourd'hui se retrouvent dans les planètes, les astéroïdes ou les objets fabriqués par l'homme, sont nés de la violence extrême des supernovas et, plus récemment découverts, des collisions d'étoiles à neutrons. Autrement dit, chaque bague, chaque pièce métallique que nous utilisons est le vestige d'un événement cosmique ancien et spectaculaire. L'importance de cette étape est immense. Sans ces éléments lourds, la Terre n'aurait pas pu exister. Les planètes rocheuses se forment à partir de poussières riches en métaux, et ces poussières sont précisément les restes de générations antérieures d'étoiles. La chimie du vivant repose sur le carbone, l'oxygène, l'azote et le phosphore, tous issus de ces forges stellaires. Même notre sang, contenant du fer, porte la marque directe des étoiles mortes depuis des milliards d'années. C'est ce que certains résument en disant que nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. La libération des éléments lourds a donc transformé le visage de l'univers. Les nuages de gaz enrichis par les supernovas se sont contractés à leur tour, donnant naissance à de nouvelles générations d'étoiles, accompagnées cette fois de planètes. Ce recyclage cosmique a été le moteur de l'évolution galactique. Chaque cycle de naissance et de mort enrichissait un peu plus le milieu interstellaire, augmentant la diversité des matériaux disponibles pour former des structures assez complexes. Il est fascinant de constater à quel point ce processus dépend de l'équilibre des forces fondamentales. Si la gravité avait été un peu plus forte ou plus faible, les réactions de fusion n'auraient pas suivi le même chemin. Si la stabilité des noyaux atomiques avait été différente, certains éléments n'auraient jamais pu se former. L'existence même du carbone, si essentielle à la vie, repose sur des conditions extrêmement précises. Ce réglage délicat a permis au cosmos d'engendrer une diversité chimique qui allait, bien plus tard, permettre l'apparition d'êtres capables de réfléchir à leur origine. L'étude des éléments lourds ne se limite pas à la théorie. Les astronomes peuvent aujourd'hui analyser la lumière des étoiles et des galaxies pour y déceler la signature chimique des éléments présents. Chaque atome absorbe ou émet la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, ce qui permet de reconstituer la composition d'astres situés à des milliards d'années-lumière. Grâce à ces observations, on sait que les galaxies les plus jeunes sont pauvres en éléments lourds, alors que les plus anciennes générations d'étoiles les ont progressivement enrichies. L'histoire chimique de l'univers se lit ainsi dans le spectre lumineux qui nous parvient. Cette histoire chimique est également inscrite dans notre propre système solaire. Les météorites que nous étudions aujourd'hui contiennent des traces de supernovas anciennes. Les isotopes de certains éléments révèlent que notre Soleil est né dans une région déjà enrichie par plusieurs générations d'étoiles mortes. Nous sommes donc les héritiers d'un long passé de transformation cosmique, inscrite dans la matière qui nous entoure. Les éléments lourds jouent aussi un rôle central dans l'architecture des planètes. Sans silicium, pas de roches solides, sans fer, pas de noyau métallique capable de générer un champ magnétique protecteur, sans eau formée d'hydrogène et d'oxygène, pas d'océan. Tous ces composants trouvent leur origine dans le travail des étoiles. Les planètes gazeuses, elles, conservent davantage d'hydrogène et d'hélium, mais même elles portent la trace d'éléments plus lourds dans leurs atmosphères. Autrement dit, l'ensemble du décor cosmique que nous connaissons découle de cette étape cruciale où les étoiles ont semé dans l'espace la complexité chimique. Un autre aspect fascinant est la rapidité avec laquelle ce processus a commencé. Les premières étoiles massives ont vécu si peu de temps qu'elles ont explosé après seulement quelques millions d'années.
Cela signifie que l'univers a été enrichi en éléments lourds très tôt, bien avant que les premières grandes galaxies ne prennent forme. Dès lors, le cycle de la matière s'est enclenché, préparant les conditions pour la diversité que nous voyons aujourd'hui. La création des éléments lourds n'a pas seulement eu un impact sur la matière, elle a aussi modifié l'environnement cosmique. Les supernovas libéraient des ondes de choc qui déclenchaient la formation de nouvelles étoiles dans les nuages voisins. Elles illuminaient sur l'espace de rayonnement intense, sculptant la structure des galaxies naissantes. Chaque explosion était à la fois une fin et un commencement, un acte de destruction et de création. Ce cycle nous rappelle que l'univers est dynamique, en perpétuelle transformation. Rien n'est figé, rien n'est définitif. La matière circule, se transforme, se recycle sans cesse. Ce qui était un jour le cœur d'une étoile devient demain la surface d'une planète, puis le tissu d'un organisme vivant. Ce mouvement permanent est la clé de la richesse cosmique. Mais derrière cette beauté se cache encore une énigme. Pourquoi l'univers a-t-il permis l'apparition de ces processus ? Pourquoi les lois de la nature favorisent-elles la fusion des éléments, l'explosion des étoiles et la création de la diversité chimique ? Est-ce un hasard, une nécessité, ou bien le signe que notre univers fait partie d'un ensemble plus vaste où différentes lois s'appliquent ailleurs ? Ces questions restent ouvertes, mais elles ne diminuent en rien la valeur des réponses déjà apportées par l'observation. Aujourd'hui, chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel, nous contemplons le produit de cette alchimie cosmique. Les étoiles qui brillent contiennent les mêmes éléments que ceux qui circulent dans notre corps. Les planètes qui tournent autour d'elles sont faites des mêmes briques que celles qui constituent la Terre. La connexion est directe, intime, inévitable. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas étrangers à l'univers, mais l'expression même de son évolution. Ainsi, les éléments lourds représentent un tournant dans l'histoire cosmique. Leur apparition a marqué la fin d'un univers simple et la naissance d'un cosmos complexe, riche et fertile. Ils sont le fruit du travail des étoiles et le moteur de tout ce qui a suivi. Mais leur rôle ne s'arrête pas à leur création, car une fois dispersés dans l'espace, ils se sont assemblés en structures de plus en plus vastes, donnant naissance aux galaxies. Et c'est dans ces gigantesques cités stellaires que l'histoire de la matière allait franchir une nouvelle étape. Après l'apparition des premiers éléments lourds et l'explosion des premières étoiles massives, l'univers est entré dans une phase de transformation encore plus spectaculaire. L'espace n'était plus seulement un océan de gaz dilués et de particules isolées, mais un théâtre en mouvement où la gravité commençait à sculpter des structures gigantesques. C'est dans ce contexte que sont nées les galaxies, ces vastes cités stellaires qui allaient devenir les piliers de l'architecture cosmique. Les galaxies messin ne sont pas apparues d'un seul coup, comme des entités toutes formées. Leur naissance fut un processus progressif, étalé sur des centaines de millions d'années. Tout commence avec les fluctuations de densité présentes dans l'univers primitif. Ces légères variations, inscrites dans le rayonnement fossile, agissaient comme des germes gravitationnels. Dans les régions un peu plus denses que la moyenne, la gravité attirait davantage de matière, renforçant encore la densité locale. Ce processus d'instabilité a conduit à la formation de nuages immenses, véritables berceaux des galaxies. Ces nuages étaient constitués principalement d'hydrogène et d'hélium, enrichis par les premiers éléments lourds libérés par les supernovas. Leur taille était colossale, pouvant s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. Mais la gravité ne se contentait pas de rassembler la matière, elle la faisait tourbillonner. Au fur et à mesure que ces nuages s'effondraient sur eux-mêmes, ils conservaient une partie de leur mouvement initial, ce qui les faisait tourner. Ce mouvement de rotation allait être essentiel pour donner naissance à des structures galactiques organisées. L'histoire des galaxies est également liée à la matière noire. Bien que nous ne puissions pas la voir, son influence gravitationnelle est déterminante. Sans elle, les galaxies ne pourraient pas s'expliquer. La matière visible, seule, ne suffirait pas à maintenir leur cohésion. Les modèles montrent que les galaxies se sont formées à l'intérieur de vastes halos de matière noire. Ce sont ces halos invisibles qui ont fourni la charpente gravitationnelle nécessaire pour piéger le gaz, favoriser l'assemblage des étoiles et stabiliser les structures. Autrement dit, sans matière noire, les galaxies n'existeraient pas telles que nous les connaissons. Les premières 400 galaxies étaient très différentes des immenses spirales majestueuses ou des ellipses massives que l'on observe aujourd'hui. Elles étaient plus petites, plus irrégulières, souvent formées au sommet de quelques amas d'étoiles regroupées.
Leur aspect chaotique reflétait leur jeunesse et la violence de leur environnement. L'univers était encore très turbulent et les collisions entre nuages de gaz étaient fréquentes. Ces fusions donnaient naissance à des galaxies plus grandes et plus structurées. C'est ainsi que, petit à petit, l'univers s'est peuplé de ces immenses cités stellaires. La lumière des galaxies les plus anciennes nous parvient aujourd'hui après un voyage de plus de 13 milliards d'années. Grâce aux télescopes modernes, comme le James Webb, nous pouvons observer ces formations primitives. Elles apparaissent comme de petites taches rouges dans le ciel profond, mais chacune d'elles contient déjà des millions d'étoiles. Ces observations confirment que les galaxies se sont formées très tôt dans l'histoire cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. À mesure que le temps avançait, les galaxies évoluaient. Certaines prenaient une forme spirale avec de longs bras élégants enroulés autour d'un noyau lumineux. D'autres devenaient elliptiques, plus massives et plus sphériques. D'autres encore restaient irrégulières, marquées par des collisions fréquentes et des fusions inachevées. Cette diversité de formes est le reflet de la richesse de leur histoire. Chaque galaxie est le résultat unique de milliards d'années d'interactions, de fusions et de transformations. Mais la naissance des galaxies n'était pas seulement un phénomène esthétique, elle a marqué une étape essentielle pour la suite de l'évolution cosmique. En concentrant la matière et en structurant l'espace, les galaxies ont permis la formation des étoiles de manière organisée. Elles ont servi de creuset où la chimie complexe pouvait se développer et s'accumuler. Elles sont devenues les laboratoires géants de l'univers, où se fabriquent encore aujourd'hui les éléments nécessaires maintenant à la vie. Les galaxies ont aussi influencé la dynamique globale de l'univers. Leur répartition à grande échelle forme une sorte de toile cosmique, où les galaxies se regroupent en amas et en filaments séparés par d'immenses vides. Cette structure n'est pas aléatoire. Elle reflète les conditions initiales de l'univers et l'action de la matière noire. Les cartes de cette toile cosmique révèlent un réseau gigantesque qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, témoignant de l'ordre profond qui gouverne le cosmos. Il est fascinant de constater que notre propre galaxie, la Voie lactée, s'inscrit dans cette histoire. Elle est le produit de milliards d'années de fusion et de transformation. Elle contient aujourd'hui des centaines de milliards d'étoiles, des nuages de gaz, de la poussière et un trou noir supermassif en son centre. Mais à ses débuts, elle n'était sans doute qu'un assemblage modeste, semblable aux petites galaxies que nous observons aux confins de l'univers. Son évolution reflète celle du cosmos tout entier, une lente construction ponctuée d'événements violents mais conduisant à une organisation stable. La naissance des galaxies les pose aussi des questions profondes. Pourquoi certaines d'entre elles ont-elles continué à former des étoiles pendant des milliards d'années, tandis que d'autres se sont éteintes rapidement ? Pourquoi certaines se sont organisées en spirales harmonieuses et d'autres en ellipses massives ? Les réponses résident dans les détails de leurs interactions, dans la quantité de matière noire qu'elles contiennent et dans leur environnement cosmique. Chaque galaxie raconte une histoire différente, mais toutes participent à la même grande fresque. Ce processus de formation ne s'est pas arrêté. Encore aujourd'hui, les galaxies continuent de fusionner et d'évoluer. Notre Voie lactée est en interaction avec ses voisines proches, comme les nuages de Magellan. Dans des milliards d'années, elle fusionnera avec la galaxie d'Andromède pour donner naissance à une nouvelle entité encore plus vaste. L'histoire des galaxies est donc une histoire vivante, toujours en cours. En retraçant la naissance des galaxies, on comprend mieux le chemin parcouru par la matière depuis le chaos initial. De simples fluctuations de densité, amplifiées par la gravité, ont conduit à la formation de structures colossales qui dominent aujourd'hui l'univers. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant est lié à ce processus. Nous sommes les habitants d'une galaxie particulière, mais notre histoire est inséparable de celle de toutes les autres. Ainsi, la naissance des galaxies a marqué le passage d'un univers encore informe à un cosmos structuré, riche et hiérarchisé. Elle a donné à l'espace sa texture et son organisation. Elle a ouvert la voie à la formation des systèmes planétaires et à l'émergence de la vie. Mais elle a aussi révélé une énigme plus profonde, la dynamique même de l'expansion du cosmos et la découverte que l'univers, loin de ralentir, s'accélère. C'est ce mystère que nous devons explorer dans la suite du récit. Derrière la splendeur visible des galaxies et des étoiles, un voile invisible domine la majeure partie de la réalité cosmique. Depuis des décennies, les astronomes observent un décalage troublant entre ce qu'ils voient et ce qu'ils mesurent. Les galaxies tournent trop vite pour la seule masse qu'elles contiennent.
Les amas de galaxies restent liés alors que, selon les lois connues, ils devraient se disperser. Et la toile cosmique de l'univers présente une cohésion inexplicable, si elle ne reposait que sur la matière ordinaire. Ces indices convergent vers une conclusion incontournable. L'essentiel de la matière de l'univers est invisible. On l'appelle matière noire. Le terme est trompeur. Il ne s'agit pas d'une matière sombre au sens littéral, mais d'une forme de substance qui n'émet ni n'absorbe de lumière. Elle traverse l'espace sans interagir avec le rayonnement électromagnétique, ce qui la rend indétectable par les télescopes traditionnels. Pourtant, sa présence est évidente à travers son influence gravitationnelle. C'est elle qui maintient les galaxies entières, empêchant leurs étoiles de s'échapper dans le vide. Sans elle, la structure de l'univers ne pourrait pas s'expliquer. Le mystère de la matière noire a émergé dans les années 30 lorsque l'astronome Fritz Zwicky étudia la vitesse des galaxies dans l'amas de Coma. Il constata que leur vitesse était beaucoup trop élevée pour être expliquée par la masse visible. Depuis, de nombreuses observations ont confirmé cette anomalie. Les courbes de rotation des galaxies, en particulier, montrent que les étoiles situées loin du centre tournent presque aussi vite que celles proches du noyau. Si seule la matière visible comptait, ces étoiles extérieures devraient être beaucoup plus lentes. La conclusion est claire. Une masse invisible enveloppe les galaxies, formant un halo de matière noire. Mais qu'est-ce que cette matière mystérieuse ? C'est là que commence la difficulté. Elle ne correspond à aucune particule connue de la physique ordinaire. Elle ne ressemble pas aux protons, aux neutrons ou aux électrons. Elle n'interagit pratiquement pas avec la lumière ni avec la matière classique, sauf par la gravité. Différentes hypothèses ont été avancées. Certains chercheurs imaginent des particules massives, encore inconnues, qui flottèrent dans l'univers sans presque jamais entrer en collision avec la matière ordinaire. D'autres évoquent des particules légères mais abondantes, qui n'auraient pas encore été détectées. Des expériences sont menées dans des laboratoires souterrains, protégés des rayonnements parasites, pour tenter de capter un signal de ces particules hypothétiques. Jusqu'à présent, aucun résultat concluant n'a été obtenu. Pourtant, la présence de la matière noire est indéniable à grande échelle. Les cartes du rayonnement fossile, mesurées par les satellites comme Planck, montrent que la distribution des fluctuations initiales ne peut s'expliquer sans une quantité importante de cette substance invisible. La matière noire joue donc un rôle de charpente dans l'univers. C'est elle qui a permis aux galaxies de se former rapidement après le Big Bang. En fournissant une masse gravitationnelle supplémentaire, elle a accéléré l'agrégation de la matière ordinaire. Elle continue aujourd'hui de maintenir la cohésion des structures à grande échelle. Sans elle, l'univers serait beaucoup plus diffus et moins organisé. Pour donner une image concrète, on peut comparer la matière noire à un échafaudage invisible. La matière ordinaire, faite d'atomes, s'est déposée sur cette structure, comme du plâtre sur une armature. Nous ne voyons que le plâtre, mais c'est l'armature qui donne la forme et la solidité. Les galaxies, les amas et même la toile cosmique doivent leur existence à cette charpente cachée. Le mystère de la matière noire ne se limite pas à sa nature. Il pose aussi une question de proportion. Les observations montrent qu'elle représente environ 5 fois plus de masse que la matière ordinaire. Autrement dit, tout ce que nous voyons, étoiles, planètes, gaz, poussière, n'était qu'une petite fraction de la réalité. L'essentiel de la matière est invisible et insaisissable. Cela bouleverse notre perception de la place de l'humanité dans le cosmos. Nous pensions comprendre la substance de l'univers, mais il apparaît que nous ne connaissons qu'une minorité de son contenu. Certaines théories alternatives ont tenté d'expliquer ces observations sans recourir à la matière noire. Elles proposent que les lois de la gravité soient différentes à grande échelle, qu'elles changent de comportement lorsque les distances deviennent immenses. Ces modèles, bien que séduisants, peinent à rendre compte de l'ensemble des observations. La matière noire reste, à ce jour, l'explication la plus cohérente avec les données. Ce mystère n'est pas seulement une curiosité scientifique, il est au cœur de la cosmologie moderne. Comprendre la matière noire, c'est comprendre pourquoi l'univers a cette structure et pourquoi il a évolué de cette manière. C'est aussi ouvrir la porte à une physique nouvelle, au-delà du cadre actuel. Car si une nouvelle particule existe, il faudra l'intégrer dans une théorie plus large, capable d'unifier notre vision de la matière. La recherche progresse sur plusieurs fronts. Des détecteurs souterrains tractent des collisions rares entre particules de matière noire et matière ordinaire. Des télescopes scrutent les galaxies et les amas pour observer les effets gravitationnels invisibles.
Les accélérateurs de particules, comme le Large Hadron Collider, cherchent à produire de la matière noire artificiellement. Chacune de ces pistes pourrait fournir une preuve décisive, mais le silence persistant des expériences directes rappelle la difficulté du défi. Pourtant, l'ombre de la matière noire se lit partout. Dans les lentilles gravitationnelles, où la lumière des galaxies lointaines est déformée par des masses invisibles. Dans la dynamique des amas, où des vitesses trop élevées trahissent une gravité supplémentaire. Dans la répartition de la matière cosmique, où les simulations montrent que sans matière noire, rien ne correspondrait à la réalité. Elle est le fantôme incontournable de l'univers. En réfléchissant à ce mystère, une question vertigineuse surgit. Et si la matière noire était bien plus qu'un simple complément gravitationnel? Et si elle participait à des processus encore inconnus, influençant non seulement la structure, mais aussi le destin de l'univers? Certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait interagir avec elle-même d'une manière subtile, formant des structures invisibles parallèles à celles que nous voyons. Si tel est le cas, alors l'univers est encore plus riche et complexe que nous ne l'imaginons. Ainsi, la matière noire incarne une frontière de la connaissance. Elle nous rappelle que notre vision du cosmos est encore incomplète. Nous observons les galaxies et les étoiles comme des îlots lumineux, mais nous savons désormais qu'ils flottent dans un océan invisible beaucoup plus vaste. Cet océan, nous ne le comprenons pas encore, mais il soutient et structure tout ce que nous voyons. Le mystère de la matière noire est loin d'être résolu. Peut-être découvrirons-nous un jour sa véritable nature. Peut-être restera-t-elle une énigme durable. Quoi qu'il en soit, elle éclaire déjà notre ignorance et révèle l'immensité du champ encore à explorer. Mais ce n'est pas le seul secret que l'univers garde jalousement. Car au-delà de la matière noire, un autre mystère encore plus déroutant domine aujourd'hui la cosmologie, celui d'une énergie invisible, diffuse, qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. C'est vers cette force insaisissable, l'énergie noire, que se tourne désormais notre enquête. À la fin du XXe siècle, une découverte a bouleversé la cosmologie moderne. Jusque-là, la plupart des chercheurs s'attendaient à ce que l'expansion de l'univers, amorcée depuis le Big Bang, ralentisse sous l'effet de la gravité. Après tout, toute masse attire toute autre masse. Plus les galaxies s'éloignent, plus la gravité cumulée de leur contenu devrait freiner leur élan. Certains pensaient même que ce ralentissement finirait par inverser l'expansion, conduisant à un effondrement cosmique. Mais les observations ont révélé une réalité inattendue. L'expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. Ce résultat confirmé à la fin des années 1990 grâce à l'étude d'explosions stellaires appelée supernova de type Ia, a introduit un nouvel acteur dans le récit cosmique, l'énergie noire. Ce terme désigne une force mystérieuse, diffuse et omniprésente qui agit à grande échelle en poussant l'univers à s'étendre toujours plus vite. Contrairement à la matière noire qui exerce une attraction gravitationnelle, l'énergie noire joue un rôle répulsif. Elle agit comme une pression négative qui dilate l'espace. Aujourd'hui, elle est considérée comme le composant majoritaire de l'univers, représentant environ les 2/3 de son contenu total. Autrement dit, la plus grande part de la réalité qui nous entoure est constituée d'une énergie dont nous ignorons presque tout. La première fois que l'idée d'une telle force a été introduite remonte à Albert Einstein lui-même. En 1917, en cherchant à appliquer sa théorie de la relativité générale à l'univers, il ajouta une constante cosmologique pour maintenir un cosmos statique. Plus tard, après la découverte de l'expansion par Edwin Hubble, il aurait qualifié cette constante de sa plus grande erreur. Pourtant, des décennies plus tard, cette idée a ressurgi sous une forme nouvelle. La constante cosmologique est aujourd'hui l'un des candidats possibles pour expliquer l'énergie noire. Mais que peut bien être cette mystérieuse énergie? Plusieurs hypothèses s'affrontent. La plus simple est celle d'une constante inhérente à l'espace lui-même. Dans ce scénario, le vide possède une énergie intrinsèque qui exerce une répulsion gravitationnelle. Cette idée cadre avec les équations et explique l'accélération observée. Mais elle soulève une difficulté majeure. Les calculs issus de la physique quantique prédisent une valeur d'énergie du vide immensément plus grande que ce que l'on observe. L'écart entre théorie et réalité est si colossal qu'il constitue l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique. D'autres chercheurs proposent des modèles plus dynamiques. Peut-être que l'énergie noire n'est pas constante, mais varie au cours du temps. Dans ce cas, elle pourrait être liée à un champ encore inconnu, parfois désigné sous le terme de quintessence. Ce champ hypothétique évoluerait lentement,
influençant l'expansion de l'univers d'une manière subtile et changeante. Ces modèles sont séduisants car ils ouvrent la possibilité que l'énergie noire interagisse avec d'autres aspects de la réalité. Mais jusqu'ici, aucune observation n'a permis de confirmer une telle variation. L'énergie noire ne se manifeste que sur les plus grandes échelles. À l'échelle d'une galaxie, de notre système solaire ou même de la Terre, son effet est négligeable. C'est seulement lorsqu'on observe des milliards d'années-lumière que son influence devient perceptible. Elle agit directement sur la trame de l'espace-temps, étirant les distances entre les galaxies. C'est pourquoi elle est si difficile à appréhender. Elle ne correspond à aucun phénomène de notre expérience quotidienne. Pourtant, ses conséquences sont immenses. Si l'expansion continue de s'accélérer, l'univers connaîtra un destin très différent de celui que l'on imaginait auparavant. Les galaxies s'éloigneront de plus en plus vite, au point que certaines deviendront inaccessibles à l'observation. Dans un futur lointain, un observateur hypothétique pourrait se retrouver dans un cosmos apparemment vide, entouré seulement de sa propre galaxie. La toile cosmique qui nous paraît aujourd'hui si vaste et peuplée pourrait se dissoudre dans l'inaccessible. L'énergie noire soulève aussi une question fondamentale. Pourquoi est-elle apparue précisément à l'époque où nous vivons ? Pendant des milliards d'années, la gravité de la matière dominait, ralentissant l'expansion. Puis, à un moment relativement récent, l'énergie noire a pris le dessus et a commencé à accélérer le rythme. Cette coïncidence temporelle, connue sous le nom de problème de la coïncidence cosmique, intrigue profondément les chercheurs. Pourquoi vivons-nous précisément à l'époque où les deux effets, gravité et énergie noire, sont comparables en intensité ? Est-ce un hasard ou un indice d'une réalité plus profonde ? Les méthodes d'observation se perfectionnent pour percer ce mystère. L'étude des supernovas continue, car elles servent de chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques. Les cartes de la répartition des galaxies révèlent comment l'énergie noire influence la croissance des structures. Les oscillations acoustiques et baryoniques, de légères ondulations dans la distribution de la matière, servent également d'indicateurs. Chaque nouvelle donnée affine notre connaissance, mais aucune réponse définitive n'émerge encore. Au-delà de la science, l'énergie noire interroge notre conception même de la réalité. Elle montre que l'univers est gouverné par des forces que nous ne comprenons pas. Elle rappelle que ce que nous percevons n'est qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Elle nous oblige à admettre que la trame du cosmos contient encore des secrets fondamentaux. Certaines spéculations vont plus loin. Et si l'énergie noire était liée à d'autres dimensions, cachées à notre perception ? Et si elle était le signe que notre univers n'est pas isolé, mais relié à d'autres par des échanges imperceptibles ? Ces idées restent hypothétiques, mais elles témoignent de l'ampleur du mystère. L'énergie noire pourrait être la clé d'une nouvelle révolution scientifique, comparable à celle de la relativité ou de la mécanique quantique. En attendant, elle demeure une énigme silencieuse mais omniprésente. Elle façonne l'avenir du cosmos sans que nous en ayons le contrôle, ni même la compréhension. C'est le signe le plus éclatant que notre savoir est encore incomplet. Chaque mesure, chaque observation ne fait que renforcer l'idée que nous sommes entourés d'un inconnu gigantesque. Ainsi, après avoir révélé la présence invisible de la matière noire, l'univers nous confronte à un second mystère, encore plus profond. Deux composantes dominent la réalité et nous échappent presque totalement. Pourtant, leur existence est prouvée par leurs effets. Cette situation place la science dans une position paradoxale. Nous savons que ces forces sont réelles, mais nous ignorons ce qu'elles sont. L'énergie noire ouvre la voie à une nouvelle étape de réflexion. Car si elle conditionne l'avenir du cosmos, elle oriente aussi nos recherches sur l'existence d'autres mondes. En étudiant ces effets, nous affinons nos outils pour explorer les planètes lointaines et détecter la présence éventuelle de vie ailleurs. Car une fois les grandes structures de l'univers en place et leur dynamique comprise, le regard humain se tourne vers une autre question. Y a-t-il d'autres mondes habités et comment les trouver ? C'est le chapitre suivant de cette enquête cosmique. Une fois l'univers enrichi par les éléments lourds et structurés en galaxies, les étoiles ont commencé à s'entourer de disques de gaz et de poussière. Dans ces disques, de minuscules grains se sont agglomérés pour former des cailloux, puis des blocs de plus en plus massifs. Ce lent processus a conduit à l'apparition des planètes. Notre système solaire n'est qu'un exemple parmi d'innombrables autres. Mais pendant longtemps, les astronomes ignoraient si les planètes existaient ailleurs. L'idée que d'autres étoiles puissent avoir leur propre monde relevait davantage de la spéculation philosophique que de la science.
Tout a changé à la fin du XXe siècle, lorsque la technologie a permis d'obtenir des preuves directes. La première découverte confirmée d'une exoplanète remonte à 1995. Elle tournait autour d'une étoile semblable au Soleil, située à plus de 50 années-lumière. Cette planète géante gazeuse brûlante défiait toutes les attentes. On l'appelait une Jupiter chaude, crassement, car elle avait la masse de Jupiter mais orbitait à une distance minuscule de son étoile, beaucoup plus près que Mercure ne l'est du Soleil. Cette découverte bouleversa les modèles. Elle montra que la nature pouvait produire des systèmes planétaires très différents du nôtre. Depuis, des milliers d'exoplanètes ont été détectées, révélant une diversité presque inimaginable. La méthode principale de détection repose sur les transits. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle en obscurcit une fraction de la lumière. Les télescopes enregistrent alors une baisse minuscule mais régulière de luminosité. C'est ainsi que des missions comme Kepler ont pu détecter des milliers de mondes en observant des centaines de milliers d'étoiles. Une autre méthode, dite des vitesses radiales, consiste à mesurer les oscillations de l'étoile provoquées par l'attraction gravitationnelle de la planète. Chaque technique a ses limites, mais ensemble, elles ont ouvert un nouveau champ de recherche. La diversité des exoplanètes découvertes est stupéfiante. Certaines sont des géantes gazeuses brûlantes, tournant en quelques jours autour de leur étoile. D'autres sont des super-terres, plus massives que notre planète mais probablement rocheuses. Certaines orbitent autour de naines rouges, étoiles petites et froides, mais très nombreuses dans la galaxie. On a même découvert des planètes flottant seules dans l'espace, éjectées de leur système. Chaque découverte élargit notre conception de ce qu'un monde peut être. Une question domine toutes les autres. Combien de ces planètes sont situées dans une zone habitable ? La zone habitable est la région autour d'une étoile, où la température permettrait à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète rocheuse. Ce critère simple, mais crucial, guide la recherche de mondes potentiellement propices à la vie. Les résultats enquêtés suggèrent en ce moment que les planètes y sont abondantes et que beaucoup se trouvent dans cette zone clé. Rien que dans notre galaxie, il pourrait y avoir des milliards de mondes où l'eau liquide est possible. La recherche d'exoplanètes ne se limite pas à les compter. Les astronomes tentent désormais d'analyser leur atmosphère. Lorsque la lumière d'une étoile traverse l'atmosphère d'une planète en transit, elle y laisse une signature spécifique. En étudiant cette signature, on peut déduire la présence de gaz comme l'oxygène, le méthane ou le dioxyde de carbone. Ces molécules, sur Terre, sont liées à la vie. Leur détection ailleurs serait un indice fort d'une activité biologique. Bien que ces mesures soient encore difficiles, les progrès des instruments rendent cette perspective de plus en plus réaliste. La question des exoplanètes a aussi des implications philosophiques profondes. Pendant des millénaires, l'humanité s'est demandé si elle était seule. Les découvertes récentes montrent que les planètes sont la règle, non l'exception. Presque chaque étoile semble en posséder au moins une, et souvent plusieurs. Cela signifie que notre système solaire n'est pas un cas isolé, mais un exemple parmi une multitude. Cette prise de conscience change notre rapport à l'univers. Elle fait de la vie ailleurs une possibilité sérieuse, voire probable. L'étude des exoplanètes ne fait que commencer. De nouveaux télescopes spatiaux, comme le James Webb et les futures missions, sont conçus pour observer les atmosphères de mondes lointains avec une précision inédite. D'autres projets visant à photographier directement ces planètes en masquant la lumière de leur étoile pour révéler leur éclat propre. Chaque avancée rapproche le moment où nous pourrons dresser un véritable atlas des mondes voisins. Ce domaine soulève également des interrogations sur la variété des conditions planétaires. Certaines planètes pourraient avoir des océans profonds, recouvrant toute leur surface, d'autres pourraient être couvertes de glace ou de volcans. Certaines pourraient être verrouillées gravitationnellement, montrant toujours la même face à leur étoile. Chacune de ces situations offre un laboratoire naturel pour tester les limites de la vie. Mais la découverte des exoplanètes n'est pas seulement une question de science. Elle élargit l'horizon de l'imagination humaine. Elle nous oblige à concevoir que la Terre n'est pas unique et que l'univers est plein de mondes inexplorés. Elle relie directement la cosmologie à la biologie, en posant la question de l'existence d'autres formes de vie. Et elle inscrit notre quête dans une histoire plus vaste, celle d'un univers fertile, capable de produire non seulement des étoiles et des galaxies, mais aussi des planètes potentiellement habitables. Ainsi, les exoplanètes représentent une étape essentielle dans notre compréhension du cosmos. Elles montrent que l'univers est peuplé d'innombrables mondes, chacun avec ses conditions et son histoire.
Elles ouvrent la possibilité concrète de découvrir des traces de vie ailleurs, et elles nous rappellent que notre planète, si précieuse, est une parmi beaucoup d'autres. Mais cette abondance soulève une question encore plus pressante. Parmi toutes ces planètes, combien se trouvent vraiment dans des zones propices à la vie? C'est le prochain chapitre de notre voyage consacré aux zones habitables. Cette quête soulève aussi une question fondamentale: comment définir la vie? Nous cherchons des biosignatures en nous basant sur ce que nous connaissons de la Terre, mais la vie ailleurs pourrait suivre des chemins très différents. Elle pourrait utiliser d'autres molécules, d'autres solvants, d'autres métabolismes. Dans ce cas, nous pourrions passer à côté de signatures que nous ne savons pas encore reconnaître. C'est pourquoi certains scientifiques plaident pour une approche élargie, qui ne se limite pas à reproduire le modèle terrestre. La recherche de signatures extraterrestres n'est pas qu'une affaire de science. Elle touche à notre place dans l'univers. Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur l'existence d'autres mondes habités. Chaque avancée technologique rapproche cette question du domaine du testable. Nous ne savons pas si nous trouverons une réponse positive, mais la possibilité même de la chercher est déjà une révolution intellectuelle. Elle transforme une interrogation philosophique en un programme scientifique concret. Il existe aussi un paradoxe frappant. Si l'univers est si vaste, peuplé de milliards de galaxies et de milliards de planètes, pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de traces de vie? Ce questionnement, connu sous le nom de paradoxe de Fermi, reste sans réponse. Peut-être que la vie est en réalité très rare, ou peut-être qu'elle est abondante mais difficile à détecter. Peut-être que les civilisations ne durent pas assez longtemps pour entrer en contact, ou qu'elles choisissent délibérément de rester invisibles. Face à ces incertitudes, la recherche continue. De nouveaux projets visant à explorer les lunes de notre propre système solaire, comme Europe et Encelade, qui possèdent encore des océans sous leur surface glacée. Si une vie microbienne est découverte là, cela prouverait que la vie peut apparaître dans des environnements variés, rendant plus plausible son existence ailleurs dans la galaxie. La combinaison de recherches locales et lointaines constitue donc une stratégie globale pour résoudre ce mystère. La recherche de signatures extraterrestres est aussi une quête patiente. Elle nécessite de distinguer des signaux extrêmement faibles dans un océan de bruit. Elle implique une rigueur méthodologique, car une annonce prématurée serait catastrophique pour la crédibilité scientifique. Mais elle offre en retour la perspective d'une découverte qui transformerait radicalement notre vision de l'univers. Savoir que nous ne sommes pas seuls changerait la science, la philosophie, et même la manière dont les civilisations humaines se perçoivent. En définitive, la recherche de signatures extraterrestres est moins une question de résultats immédiats qu'une ouverture vers l'inconnu. Elle nous force à élargir nos horizons, à concevoir que notre planète n'est peut-être qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, et à nous préparer à l'éventualité d'une rencontre indirecte avec une autre forme de vie. Mais même si cette rencontre tarde, la quête en elle-même enrichit notre connaissance et notre imagination. Ainsi, après avoir cherché des indices biologiques et technologiques, une nouvelle étape s'annonce. Pour les franchir, il faut des instruments encore plus puissants, capables de percer la profondeur de l'espace et de révéler des détails que nous n'avons jamais vus. Ce sont les télescopes du futur, conçus pour scruter avec une précision inégalée les galaxies, les étoiles et les planètes lointaines. Ce sera le prochain chapitre de notre exploration. Lorsque les astronomes découvrent une exoplanète, la première question qui surgit est souvent la même. Cette planète pourrait-elle abriter de la vie? Pour y répondre, ils se tournent vers une notion clé, la zone habitable. Cette expression désigne la région autour d'une étoile où les conditions de température permettent à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète rocheuse. L'eau est en effet l'un des ingrédients essentiels de la vie telle que nous la connaissons, et sa présence conditionne en grande partie nos recherches. La zone habitable n'est donc pas une frontière stricte, mais une bande de distance où la vie est théoriquement possible. Dans notre propre système solaire, la zone habitable inclut la Terre et, en partie, Mars. Vénus, plus proche du Soleil, en sort car sa surface est trop chaude et son atmosphère trop dense. Mars, à la limite extérieure, a perdu une grande partie de son atmosphère et de son eau, mais elle reste un exemple intéressant de planète qui aurait pu être habitable dans le passé. Ces trois exemples montrent bien que la notion de zone habitable est plus complexe qu'une simple distance. Elle dépend aussi de l'atmosphère, de l'activité géologique et d'autres facteurs propres à chaque planète. Autour d'autres étoiles, la zone habitable varie selon la luminosité. Une étoile plus massive et plus brillante aura une zone habitable plus éloignée.
Une étoile plus petite et plus froide, comme une naine rouge, aura une zone très proche. Ces différences ouvrent une diversité immense de situations possibles. Certaines planètes peuvent tourner très près d'une petite étoile tout en restant dans la zone habitable, alors que d'autres doivent se trouver à des milliards de kilomètres pour que l'eau soit stable. Mais l'existence d'une zone habitable ne garantit pas qu'une planète en son sein abrite réellement de l'eau liquide. Tout dépend des caractéristiques propres à ce monde. Une atmosphère épaisse peut réchauffer une planète située un peu trop loin, la rendant habitable malgré sa distance. A l'inverse, conséquent, une atmosphère mince peut priver une planète proche de toute chaleur, la transformant en désert glacé. Les nuages, les océans, les reliefs jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat. C'est pourquoi les chercheurs parlent de zones habitables élargies, qui tiennent compte de ces paramètres supplémentaires. Certains modèles suggèrent que la vie pourrait exister dans des conditions bien différentes de celles de la Terre. Des océans souterrains, chauffés par des forces internes plutôt que par l'étoile, pourraient offrir un refuge. Dans ce cas, la zone habitable s'étend bien au-delà de la simple bande autour d'une étoile, englobant des lunes comme Europe autour de Jupiter ou Encelade autour de Saturne. L'étude des zones habitables repose sur des simulations complexes. Les chercheurs modélisent donc l'équilibre entre la lumière reçue d'une étoile, l'effet de serre de l'atmosphère et la circulation des vents et des océans. Ces modèles permettent de prédire les conditions possibles à la surface d'une planète lointaine. Mais sans données directes sur son atmosphère, ces prédictions restent approximatives. C'est pourquoi l'analyse spectrale des atmosphères exoplanétaires est l'un des grands objectifs des télescopes modernes. Les zones habitables sont aussi influencées par l'évolution des étoiles. Une étoile jeune peut être instable, émettant de violentes éruptions qui stérilisent les planètes proches. Plus tard, lorsqu'elle vieillit, sa luminosité change, déplaçant la zone habitable. La Terre elle-même n'aura pas toujours été dans des conditions optimales. Dans quelques milliards d'années, l'augmentation progressive de la luminosité solaire rendra notre planète trop chaude pour maintenir des océans. La zone habitable se déplacera alors plus loin, peut-être vers les lunes des planètes extérieures. Un autre facteur est la rotation des planètes. Certaines, en orbite autour de petites étoiles, sont probablement verrouillées gravitationnellement. Cela signifie qu'elles montrent toujours la même face à leur étoile, comme la Lune avec la Terre. Une face est donc constamment éclairée, tandis que l'autre reste dans la nuit éternelle. À première vue, ces conditions semblent hostiles. Mais des modèles climatiques montrent donc que des atmosphères épaisses ou des océans profonds pourraient en compte redistribuer la chaleur, rendant encore possible la présence d'eau liquide. La question des zones habitables ne concerne pas seulement l'astronomie, mais aussi l'exobiologie. Car définir où la vie peut exister revient à poser les bases de notre recherche. Pour l'instant, nous utilisons l'eau comme critère central, car c'est l'ingrédient universellement associé à la vie terrestre. Mais il est possible que d'autres formes de chimie soient viables ailleurs, avec des solvants différents comme l'ammoniac ou le méthane liquide. Dans ce cas, notre définition actuelle des zones habitables serait trop restrictive. L'univers pourrait abriter des environnements vivants que nous ne savons pas encore reconnaître. Les découvertes d'exoplanètes dans des zones habitables ont déjà commencé à changer notre perspective. Certaines planètes, comme celle du système TRAPPIST-1, se trouvent à des distances idéales de leurs petites étoiles, offrant plusieurs candidats potentiels pour la présence d'eau. Bien que nous ne sachions pas encore s'ils abritent réellement des océans, ces mondes élargissent le champ des possibles. Chaque nouvel objet découvert dans une zone habitable est une invitation à repenser la rareté ou l'abondance de la vie dans l'univers. Cette réflexion nous ramène aussi à notre propre planète. La Terre est la seule que nous connaissions où la vie existe. Elle nous offre un exemple unique, mais aussi une limite. Nous ignorons si notre monde est exceptionnel ou banal. La découverte de zones habitables ailleurs est donc une étape cruciale pour répondre à cette question. Elle nous aide à comprendre si la vie est une singularité ou une tendance universelle. Au-delà des calculs et des modèles, l'idée de zones habitables touche quelque chose de profond dans l'esprit humain. Elle réactive l'ancienne interrogation. Sommes-nous seuls ? Chaque fois qu'une planète est repérée dans cette bande propice, l'espoir renaît. Peut-être que, quelque part, une autre forme de vie observe son ciel, se posant les mêmes questions que nous. Peut-être que la vie n'est pas une exception, mais une conséquence naturelle d'un univers fertile. Ainsi, les zones habitables représentent bien plus qu'une notion scientifique. Elles sont une fenêtre ouverte sur notre avenir et sur nos origines.
Elle relie l'astronomie, la biologie et la philosophie en une seule quête. Mais si ces zones définissent où la vie pourrait exister, encore faut-il trouver des indices tangibles de sa présence. Et c'est là qu'intervient l'étape suivante. La recherche de signatures extraterrestres, les traces éventuelles d'une activité biologique ou technologique dans l'univers. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel, les instruments d'observation n'ont cessé de s'améliorer. Des lunettes rudimentaires de Galilée au télescope moderne, chaque génération a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Pourtant, malgré les immenses progrès réalisés, ce que nous voyons aujourd'hui n'est encore qu'un fragment limité de la réalité cosmique. Les télescopes du futur ont pour ambition de repousser ces limites, de scruter plus loin, plus finement, et de révéler des détails jusqu'ici invisibles. Leur rôle sera crucial pour percer les mystères laissés en suspens, la nature de l'énergie noire, la formation des premières galaxies, et surtout la recherche de traces de vie sur des mondes lointains. Parmi ces instruments, le James Webb Space Telescope représente déjà une révolution. Lancé au début du XXIe siècle, il observe l'univers dans l'infrarouge, ce qui lui permet de voir au-delà des nuages de poussière qui obscurcissent certaines régions du cosmos. Ces premiers clichés ont révélé des galaxies, formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, offrant un regard direct sur l'enfance de l'univers. Mais Webb n'était qu'un jalon. D'autres projets encore plus ambitieux sont en préparation pour prolonger et approfondir cette exploration. En Europe, l'Extremely Large Telescope, en construction au Chili, sera doté d'un miroir de 40 mètres de diamètre. Sa puissance de collecte de lumière surpassera tout ce qui a été réalisé jusqu'ici depuis le sol. Installé dans l'un des ciels les plus purs de la planète, il permettra de détailler la composition des atmosphères d'exoplanètes proches, d'observer directement leurs nuages et peut-être même leurs variations climatiques. Cet instrument offrira une précision suffisante pour détecter des indices de biosignature, transformant une hypothèse en observation mesurable. D'autres projets, comme le 30-meter Telescope ou le Giant Magellan Telescope, poursuivent le même objectif, accroître la résolution et la sensibilité des observations. Ensemble, ils formeront une génération de télescopes géants capables de scruter le cosmos avec une acuité inédite. Ces instruments au sol, équipés de technologies de correction atmosphérique, rivaliseront même avec certains observatoires spatiaux. Leur complémentarité avec les télescopes orbitaux offrira une vision plus complète et plus nuancée de l'univers. Mais l'avenir ne se limite pas aux grands miroirs. Des concepts innovants explorent d'autres approches. Certains imaginent des télescopes spatiaux spécialisés dans la recherche de planètes habitables. Ils seraient équipés de coronographes ou de voiles occultants capables de bloquer la lumière éblouissante des étoiles pour révéler celle de leur planète. Ce type d'instrument, encore en développement, pourrait permettre de prendre les premières images directes de mondes semblables à la Terre, avec assez de détails pour analyser leur atmosphère et leur climat. La radioastronomie connaîtra elle aussi une expansion majeure. Des projets comme le Square Kilometre Array visent à construire le plus grand réseau d'antennes jamais conçu. Installées en Afrique et en Australie, ces antennes fonctionneront ensemble comme un gigantesque télescope virtuel. Leur sensibilité permettra de détecter les signaux les plus faibles, qu'il s'agisse des premiers objets lumineux de l'univers ou de possibles émissions d'origine artificielle. La radioastronomie du futur jouera donc un rôle clé, à la fois pour comprendre l'évolution cosmique et pour poursuivre la recherche de technosignatures. Les télescopes du futur ne seront pas seulement plus puissants, ils seront aussi plus intelligents. Grâce à l'intelligence artificielle et au traitement massif des données, ils pourront analyser en temps réel des quantités d'informations astronomiques colossales. Cela permettra de repérer des signaux faibles ou des anomalies qui passeraient inaperçues à l'œil humain. L'astronomie deviendra de plus en plus une science de la donnée, où l'enjeu ne sera pas seulement de collecter des images, mais de les interpréter dans une immensité de détails. Un autre axe de développement concerne les observatoires spatiaux, spécialisés dans les ondes gravitationnelles. Ces instruments ne captent pas la lumière, mais les vibrations de l'espace-temps provoquées par des événements cosmiques violents, comme la fusion de trous noirs. Le projet LISA, par exemple, déploiera une constellation de satellites pour mesurer ces infimes distorsions. L'observation gravitationnelle, combinée à la lumière classique, offrira une vision encore plus complète de l'univers, ouvrant une nouvelle ère de l'astronomie multimessager.
Ces télescopes futurs ne serviront pas seulement à résoudre des énigmes scientifiques abstraites, ils répondront à des questions fondamentales pour l'humanité. Saurons-nous un jour détecter une planète jumelle de la Terre, avec une atmosphère riche en oxygène et en vapeur d'eau? Pourrons-nous observer les toutes premières étoiles et comprendre comment elles ont illuminé les âges sombres? Pourrons-nous enfin déterminer la nature de l'énergie noire qui façonne l'avenir du cosmos? Chacun de ces projets vise à apporter des éléments de réponse. La perspective de ces découvertes transforme déjà notre rapport à l'univers. En sachant que nous disposons bientôt d'outils capables de scruter des mondes lointains, nous ne regardons plus le ciel de la même manière. Chaque étoile devient une candidate potentielle pour abriter des planètes habitables. Chaque galaxie lointaine devient une archive vivante du passé cosmique. Les télescopes du futur élargissent non seulement notre champ d'observation, mais aussi notre imaginaire. Il faut aussi mesurer l'audace de ces entreprises. Construire un miroir de 40 mètres ou lancer un observatoire spatial à des millions de kilomètres de la Terre représente un défi technologique et humain colossal. Chaque télescope est le fruit de décennies de recherche, de coopération internationale et d'investissements gigantesques. Leur mise en service est toujours un pari, mais les gains scientifiques attendus sont tels que l'aventure en vaut la peine. En définitive, les télescopes du futur sont les prolongements de nos yeux et de notre curiosité. Ils nous permettront de sonder les origines, de détecter les mondes voisins et peut-être de répondre à la question la plus ancienne. Sommes-nous seuls? Mais pour comprendre pleinement l'impact de leur découverte, il faudra aussi les relier à un autre domaine d'étude qui bouleverse notre vision du cosmos, l'observation des collisions cosmiques, ces événements d'une violence extrême où galaxies, étoiles et trous noirs fusionnent et redessinent l'univers. Ce sera le prochain chapitre de notre exploration.